Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Le plaisir pour nous de vous retrouver nombreux au compte de cette émission, les GG, les versions jeudi, vous le savez, 2h30 pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici et maintenant. Une émission également à retrouver en prime, en rediffusion à 18h sur Suite FM. À retrouver également sur Espace TV quand il est 22h30 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Au menu ce jeudi, on s'intéresse à l'actualité. L'heure est grave, très grave. L'épidémie Ebola qui prend à nouveau de l'ascenseur en Guinée, de 34 malades dans les CTE à l'échelle nationale. Le pays compte à date, selon un dernier pointage de l'OMS Guinée, 91 hospitalisations pour 61 cas confirmés. Koya, Forekaria et la zone de Conakry sont toujours les principaux pôles d'inquiétude et de résistance à la maladie. Et les deux préfectures et la capitale Conakry comptent à elles trois de plus de 75% des cas d'hospitalisation. Qu'est-ce qui explique ce nouveau rebond? Fodeta Silla, monsieur communication au niveau de la cellule de communication, au niveau de la coordination locale de lutte contre Ebola, il va s'expliquer chez nous ce matin. La polémique, loin de retomber au sujet du chronogramme des élections récemment publié par la CENI, l'opposition dénonce une inversion à dessein de l'ordre des élections et exige que le local se tienne avant la présidentielle. Pour s'opposer à cette décision, elle annonce la suspension de sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale et la non-reconnaissance de la CENI. Que pense la mouvance présidentielle de cette polémique? Qu'en pense l'autre facilitateur? Et tour à tour dans cette émission, M. Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il est notre invité exceptionnel et au bout du téléphone, M. Aboubakar Somparé. Les auditeurs l'ont réclamé, nous l'aurons ce jeudi au bout du téléphone. Face à l'impasse politique qui se profile à l'horizon, la société civile guinéenne, du moins certaines de ses composantes, prennent des initiatives. C'est le cas du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Que faut-il attendre donc de cette organisation? Comment éviter une impasse politique en Guinée? Monsieur Abdoul Sako, il est président du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry et du réseau Cogelped. Il sera également notre invité dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Djibril, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Il n'a pas de micro, Moussa Moïse. J'ai pas de micro. Bonjour Ahmed. Bonjour Aboubakar. Vous le voyez déjà à l'écran, notre invité qui donc, va s'installer. Donc il va être l'invité des parcours, Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. En attendant, Roby, on s'intéresse à cette attaque, cette nouvelle attaque de coupeurs de route, deux victimes. Comme toujours, presque chaque semaine, on assiste à cette scène. À Guékédou, à la sortie, je crois c'est à Badala que ça s'est passé hier aux environs de 0h. Ouais. 3 coupeurs de route plus 2 taxis-motos qui les ont accompagnés ont attaqué des voyageurs qui étaient en direction de Conakry. Et il y a eu 17 coups de feu sur le véhicule. Il y a eu 2 morts, et puis il y a eu un capitaine... 2 morts. 2 morts, 2 messieurs qui sont morts. Un venait sur Conakry pour subir des traitements puisqu'il était malade. Ouais. Il y a eu un capitaine qui était parmi les voyageurs, en l'occurrence Doré Philippe, qui a été atteint d'une balle au bras. J'ai eu son témoignage ce matin. Il me disait qu'il disposait simplement d'un pistolet à 6 balles et les bandits étaient armés de Kalachnikov. Incroyable. Donc ils ont mis à côté le chauffeur avec qui ils ont discuté avant de revenir sur les passagers, récupérer non seulement l'argent du chauffeur et déposséder certains passagers de leurs biens. Alors, ce qui a sauvé... C'est quand même un cas grave, hein, ce qui s'est passé hier. Absolument, c'est juste à la sortie de Guékédou. Les passagers étaient obligés de se jeter comme des mangues qui chutent d'un arbre dans les caniveaux pour se sauver de la situation. Donc, c'est grave ce qui se passe, c'est récurrent. Ouais. Monsieur le ministre, la question c'est, est-ce que le pays a capitulé devant ces hors-la-loi? Heureusement qu'on a monsieur le ministre de la Jeunesse qui va porter notre parole et notre inquiétude au plus haut niveau pour lui dire que ça devient récurrent. Votre collègue de la sécurité, Clark Murray, dans un silence monacal, ne déroule aucune stratégie de lutte contre l'insécurité. Ça devient presque banal dans ce pays qu'on attaque des convois, qu'on attaque des véhicules, qu'on attaque des voyageurs, qu'on les dépossède de leurs biens, ce qui a déjà le moindre mal. Mais aujourd'hui, on en arrive même à tuer 2, 3, 4
dans les véhicules, ça devient grave, ça devient très grave. Dans un véhicule à bord duquel il y avait un gendarme. Allez-y, Moussaïro. Vous dites que le ministre est claquemuré, je ne sais pas, dans son silence, Aboubakar. Il n'a rien à dire, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il vous dise quand on n'a rien à dire. Il faut qu'il parle, Moussaïro. Que voulez-vous qu'on C'est important qu'on sache qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Moussaïro. Oui, mais s'il n'a rien dans le ventre, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Au niveau du ministère de la Sécurité, il y a des alors, clans. c'est assez facile comme ça, Ahmed. Qu'il quitte donc son poste s'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire qu'il quitte son poste parce que nous, on a besoin d'hommes capables de nous montrer des stratégies. On a besoin d'hommes capables de lutter contre l'insécurité. Bien. S'il n'est pas capable, il a qu'à plier bagage. Point. Allez-y, Moussaïro. Sachez qu'au niveau de ce département, il y a plutôt des clans qui s'occupent plutôt de leurs intérêts personnels que de penser à la sécurité des citoyens. La dernière fois, on en parlait, on a l'impression d'être dans une jungle où les gens... parce que vous savez que dans la jungle, il n'y a pas de loi. Chacun fait régner sa force. Dans la jungle, c'est le plus fort qui règne, Ahmed, si vous ne le saviez pas. Et c'est ce qui se passe actuellement à l'intérieur du pays. On a dit que c'est un défi que ces coupeurs de route-là sont en train de lancer aux autorités de ce pays, aux services de sécurité de ce pays. Je pense qu'on ne devrait pas laisser les citoyens à eux-mêmes. C'est ce qui se passe. Depuis combien de temps malheureusement, c'est le constat. Hein. Aboubakar parle d'un cas grave. Ce n'est pas ce seul cas qui est grave. C'est plusieurs cas dont on est en train de parler ici. Je pense que le défi... C'est la première fois, Moussaïro, qu'on enregistre 2 cas de mort dans une attaque de coupeur de route. Mais ça se fait à longueur de temps. Plus tard, vous verrez qu'il y aura d'autres cas. Je pense que les autorités doivent réagir. On l'a dit une fois dans ce studio, on le réitère encore. Je pense que la vie des citoyens est en danger. Les gens ont même maintenant peur de voyager la nuit. Les gens le font le jour, mais il y a de ces attaques qui se font la journée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à craindre. Ils savent qu'ils peuvent facilement, en tout cas, dépouiller les citoyens de leurs biens et prendre la poudre d'escampette sans être inquiétés. Bien, allez-y, Ahmed. Écoutez, l'âme du Guinéen n'écoute pas cher. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Voilà pourquoi on ne se bouge pas. Combien de Guinéens ont été tués? Écoutez, moi j'avais félicité le ministre dès son arrivée pour les actions qu'il était en train de mener. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est tombé. Le système a eu raison de lui. On fait des réunions, on ne parle que de flics. Est-ce que c'est pas trop tôt, Ahmed? Ce n'est pas trop. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous appelez trop tôt? Pose une question. Qu'est-ce que vous appelez très tôt? Ta question n'est pas valable, monsieur. Écoutez-moi. Le bonhomme est à son poste, il n'y a que 3 mois. Mais non, mais arrête. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vite en besoin? Vous pensez qu'on l'a amené pour qu'il vienne assister pendant 1 an? Et pendant ces 1 an qu'on tue? Je m'interroge. Oui, alors cette interrogation, faites-le ailleurs. Moi, je ne pense pas pouvoir répondre à cette interrogation. Ce que je dis tout simplement, j'ai dit que j'avais félicité le ministre pour les actions qu'il était en train de prendre au début en amenant un certain nombre de réformes au niveau du ministère. Quelle réforme? Quand j'ai parlé du système de carburant, quand j'ai dit qu'il a diminué lui-même son propre carburant qui était de 100 millions à 25 millions par mois, et ainsi que la ration des cadres du département. Mais finalement, les cadres ont réussi à l'effrayer, il faut le dire. Les cadres ont réussi à l'effrayer et le système a eu raison de lui. Je pense aujourd'hui que le ministre de la sécurité, l'actuel, n'est pas sur le bon chemin. Il devrait donc revoir sa copie. Mais sinon, c'est des Guinéens. C'est important tout de même qu'il parle, Moussa Moïse. Vous qui vous intéressez beaucoup plus à ce secteur, Moussa Moïse. Oui, c'est important. Et quand on nous apprend qu'au niveau de la sécurité, que la question est assez importante et que c'est une question cruciale et qu'il y a des réformes à faire au début en termes de ressources humaines mal formées pour la plupart, en termes d'effectifs aussi le ratio ne correspond pas du tout aux attentes. Quand on parle également du matériel qui manque et aussi de l'école qui sert à la formation de ces policiers, puisqu'on parle du ministère de la sécurité. Non, écoutez, mais le fonctionnement de ces écoles, allez-y, faites un tour, vous me donnerez raison. Il y a toute une réforme. Je suis d'accord que monsieur le ministre a pu engager à son arrivée. Mais lorsqu'on trouve qu'il y a une situation d'urgence, on mène parallèlement des actions d'urgence sur le terrain. Parce que le phénomène de coupeur de route... Tout en continuant les réformes. Ça n'attend pas du tout. C'est le reproche que je lui fais. Je sais qu'il met des réformes, mais on ne peut pas attendre que ces réformes aboutissent pour faire face au taux de criminalité. Oui, parce que les réformes en profondeur, elles sont lentes. Elles sont lentes, mais en même temps, il y a des actions d'urgence à mener sur le terrain. Il faut un plan de riposte contre les coupeurs de route. Et également une chose, il y a que peut-être il faut un exemple dans ce pays. Je n'étais pas là au temps de Mathias, mais je sais que cet événement a permis à tous ceux qui avaient ces velléités de banditisme, de brigandage, de mettre un peu d'eau dans leur vin. Parce que l'exemple a été donné, force a été donnée à la justice. Mais cela n'est pas fait de nos jours. On voit que c'est comme des passoires les prisons. Les personnes arrêtées, jugées, condamnées, s'en sortent, on les met, partent commettre des actes de violence, retournent encore en prison, si comme c'était un motel ou un hôtel. Je pense que c'est assez grave. Il faudrait qu'au niveau du ministère de la Sécurité, qu'on parle, qu'on explique aux citoyens
qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais dans la plus grande lenteur, et également les difficultés que le ministère rencontre. Monsieur Terre... Vous rappelez Moussa Moïse, le ministre de la Sécurité, le nouveau ministre, je parle du docteur Mamoudou Cissé, il avait décidé de venir sur ce plateau. Il avait décidé, ensuite par la suite, on il a été été découragé. Il nous avait annoncé la tenue d'une conférence de presse, c'est jamais venu. Pour toute la presse nationale. Mais il y a lieu aujourd'hui qu'on revoie tout cela. Pas plus tard on parlait du cas de ce véhicule de la BAC, de la brigade anticriminalité, qui se donne la BAC numéro 13. Oui, qui se donne à des actes, à des exactions contre des citoyens, contre de pauvres citoyens. Il faudrait, c'est pas possible, il y a lieu d'interpeller et le ministère de la Sécurité, mais également tous ceux qui sont à la tête de cette réforme des services de sécurité et de défense. La réforme n'a pas pris fin, monsieur le ministre délégué à la défense. Monsieur le ministre de la Sécurité, dans vos effectifs, il y a des brebis galeuses. Il faut les éloigner. Il faut les extirper. Malheureusement. Mohamed Djibril qui se pose cette question, quelle est sa raison d'être? Vous parlez de qui? Ouais, je veux parler bien évidemment du Premier ministre. Eh bien. Dont on demande effectivement, sur lequel là, on se pose vous faites porter bien tout le des chapeau questions. au Premier ministre. Non, je suis écoutez, pas je d'accord. pense que le Premier ministre a une certaine Chacun a son rôle responsabilité. dans un Oui, c'est vrai que Le celui qui poste chapeaute est tout le gouvernement, mais constitutionnalisé. parle d'un C'est lui secteur. qui coordonne la politique gouvernementale. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement ressemble un peu à un navire sans capitaine. Le Premier ministre. Oui, mais écoutez, il a raison. je suis Il a raison. désolé. Il a Le raison, Premier mais ministre. on a un Premier ministre, mais on n'a pas un Premier l'impression Eh bien, qu'il est heureusement le que nous avons premier. un ministre dans s'il ce vous gouvernement plaît, qui va qu'il répondre. est le premier. Et bien évidemment, il va me démentir. Solidarité gouvernementale oblige. Il va pas me décevoir sur ce point. Mais je dis, Mohamed Saïd Fofana est aujourd'hui le premier des ministres. Il n'est pas le premier. Mais Il c'est n'est pas le aujourd'hui premier. que vous le savez? Non, pas du tout. Parce que ça vous dites ça fait qu'il est longtemps que ça aujourd'hui. dure. Prenons juste un exemple sur Ebola. Il y a Ebola qui sévit dans sa préfecture natale, qui est Forêt-Caria. Le Premier ministre est incapable de faire preuve d'autorité dans sa propre préfecture. Pas plus tard. Non, mais c'est important. Le Premier ministre a été, il a tenu un discours ferme. Mais la suite, c'est quoi? C'est qu'on continue d'enregistrer des cas d'Ebola. Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu lui reproches Qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche une absence, un manque de fermeté vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis des gens de Forêt-Caria. À sa place, moi je te pose cette question. Qu'est-ce que tu aurais fait, Djibril? À sa place, le Premier ministre, il est quand même un ministre de la République. Il commence déjà à bredouiller. Il peut élaborer. On va donner la parole à notre invité. Il peut élaborer un projet de loi pour sanctionner, par exemple, c'est pas à lui d'élaborer les projets de loi. Il n'est pas un parlementaire. Non, c'est pas un parlementaire, mais il a quand même l'initiative de la loi. Non, s'il vous plaît. Il y a deux types d'initiatives. L'initiative de la loi, selon la Constitution, appartient concurremment au gouvernement qui, lorsque l'initiative de la loi provient du gouvernement, on parle alors de projet de loi. Lorsque l'initiative de la loi proposition de loi, on le sait. On parle ce de que je veux dire proposition de loi. rapidement. C'est important. C'est important. On va prendre l'avis. Je pense qu'il Allez-y, Roby, pour terminer rapidement. Je pense qu'il faut aller au-delà de cela et situer chacun dans son rôle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de reproches à Saïd il y a Fofana. celui qui est là pour surveiller. Ahmed, quand tu parles, je dis rien. Oui, mais il y a le Premier ministre qui est là Moi, pour je parlais surveiller. tout à l'heure, tu m'as interrompu Je peux plusieurs continuer. fois. On va s'écouter, les gars. Je peux On continuer. me dit que le président se mêle de tout. Comment il ne va pas se mêler de tout? Il met des gens qui Le sont Premier incapables. ministre Je pense ressemble qu'il à une figurine sur un je pense papier qu'il- de musique. On va laisser Roby s'exprimer. Allez-y, Il Roby. faut mettre le débat un peu plus haut pour dire ici que chacun doit être situé dans son rôle. Le problème de l'insécurité aujourd'hui incombe réellement au ministère de la Sécurité. Moi, je voudrais dire ici Au premier chef, au premier chef de cette institution-là. Moussa Moïse a relevé les défaillances au sein de la structure. Moussa Moïse a relevé le fait que, au moment où la réforme est en cours, des mesures drastiques doivent être prises. Je suis d'accord avec cela. Quand vous discutez avec les chefs de police ou les chefs des services de sécurité, depuis janvier, à l'intérieur du pays, aucune structure de gendarmerie ou de police n'a reçu la dotation en carburant. Je veux dire que c'est grave. Il faut demander ceux qui sont en Conakry ici. Je veux dire que c'est grave. Demande, si on leur a pas donné. Je veux dire que c'est grave. Je veux dire qu'aujourd'hui, il est important d'outiller les services de sécurité à l'intérieur parce que ces bandits-là sont quand même dans les villes. Ces bandits-là sont dénichables. Ils sont dénichables à partir du moment où ils sont connus. Ces bandits-là collaborent aujourd'hui avec des motos de taxi.
il y a une structure de mototaxi, il y a un syndicat de mototaxi avec lequel il faut travailler. Donc c'est toute une chaîne. Je veux dire que le ministre de la Sécurité doit approfondir la situation et nous dire exactement quelle est la stratégie. Il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être déroulées aujourd'hui pour lutter contre ce qu'on attend de lui, c'est vraiment une stratégie de riposte. Djibril a 30 secondes en attendant de donner la parole à notre sujet sur les brisés de Moussa Moïsila. C'est important, au-delà des problèmes d'effectifs, de répartition des effectifs, le problème de formation des agents de la sécurité. Il y a aussi ce problème sempiternel, c'est la coordination entre la gendarmerie et la police. Je pense que c'est un secret de polichinelle qu'il y a aujourd'hui une bisbille entre ces deux corps. Et cela influe forcément sur l'efficacité des forces de sécurité sur le terrain. C'est pourquoi moi j'ai toujours appelé à ce que la gendarmerie soit dans le giron du ministère de la Sécurité. Oui, solution à Djibril. C'est le cas en France. À présent, on donne la parole à notre invité, monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Vous êtes dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour parler de sécurité, mais parlons-en parce que le sujet est d'inquiétude. Quel plan finalement de riposte contre ce phénomène de coupeur de route? Il participe tacitement aux grandes gueules. Est-ce que le gouvernement en a fait une priorité? Est-ce que vous en avez parlé par exemple au cours d'un conseil des ministres? D'abord, je voudrais dire vive la démocratie, la liberté de ton dans cette studio, dans cette émission. Donc tout cela, c'est grâce à tout le monde, à la contribution des uns et des autres. Et je pense qu'il faut contextualiser les choses et il faut remettre les choses à leur place. Il ne faut pas aller vite en besogne, parler de l'incapacité des uns et des autres. Je pense que si vous savez le travail qui est abattu derrière les rideaux, vous saurez effectivement que le Premier ministre est en train de travailler. Vous savez, vous avez des styles de Premier ministre, ceux qui sont très loquaces, ceux qui ne le sont pas, ceux qui travaillent dans l'ombre. Il semble plutôt effacé. Hein. J'en viens. Ça ne se traduit pas sur le terrain, monsieur le ministre. Il semble être un homme de paille, en quelque sorte, du chef de l'État. Si vous me permettez, pour que j'aille au bout de mes... Allez-y, monsieur le ministre. Donc, je dis encore une fois que le travail qui est abattu est un travail colossal. Chacun de nous sait qu'on a des défis au niveau de la sécurité. Ça, c'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait, nous avons un réel défi. Et la réforme des forces de sécurité et de défense a commencé dès que le président de la République a été élu. Nous avons commencé ce travail. Et au niveau de l'armée, il y a en tout cas de grands pas qui ont été faits. Au niveau de la sécurité et au niveau de la police, le travail a commencé, le travail est en cours. Je dois dire qu'il faut qu'on aille encore plus vite pour que nous puissions sauver plus de vies et les Guinéens. Au-delà des réformes, monsieur le ministre, il y a quand même cette question récurrente qui se pose en attendant que les réformes aillent jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont tués à longueur de journée pendant toute la semaine. C'est ça l'inquiétude. Voilà. L'urgence, c'est vraiment ce phénomène de coupeur de route, monsieur le ministre. Quand je parle de réforme, les urgences font partie de la réforme. La réforme ne veut pas dire planifier tout simplement. Il y a des urgences qui se posent auxquelles nous sommes en train de répondre. Vous savez, ce n'est pas du tic au tac, on veut tout de suite régler, on règle. Il y a des problèmes de fond. Et ces problèmes de fond prennent du temps pour être réglés. Et je peux vous rassurer, depuis que le président a été élu, nous sommes aujourd'hui, le problème de sécurité est un problème récurrent, on le sait. Oui, mais monsieur le ministre, on parle de ce phénomène. Qu'est-ce qui est en vue, monsieur le... Un travail qui dure 4 ans, pendant ce temps on tue. Si vous continuez à m'interrompre, je ne pourrai pas... Mais pendant ce temps, les bandits, ils ont mis en place leur réforme qui semble bien marcher, qui semble avoir pris de court la vôtre. Il va être très difficile de pouvoir m'expliquer. Allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Parce que vous êtes habitué à l'ambiance de ce studio. L'ambiance de cette émission. Vous êtes quand même un habitué de l'ambiance de ce studio. C'est le chaudron. Je suis un habitué, mais pas un habitué qu'on s'interrompe les uns les autres. Je dis encore une fois que Roby semble connaître vraiment les vrais problèmes. Il faudrait que peut-être que la sécurité l'entende, puisqu'il parle de la connivence entre les mototaxis. Mais c'est ce qu'ils utilisent pour aller attaquer les voitures. Justement, donc je décris des faits, monsieur le ministre. C'est fait puisque vous les décrivez. Voilà. Peut-être qu'on vous fera appel pour nous expliquer davantage. Mais avec plaisir. Ce que je dis encore, le problème de sécurité est un problème réel. Chacun de nous aujourd'hui a besoin d'être en sécurité. Le rôle de l'État, c'est de garantir cette sécurité à ses citoyens. Nous sommes conscients de cela et je puis vous rassurer qu'il y a du travail qui est en train d'être abattu. Ce n'est pas aussi simple que cela. La sécurité coûte énormément d'argent, énormément d'argent.
tous les points dont on parle à l'intérieur du pays, il y a besoin d'envoyer des véhicules, il y a besoin d'envoyer des dotations, il y a besoin de recruter, de former les gens et de les déployer partout sur toute l'étendue du territoire. C'est quand même plus de 240 000 km². Donc il faut déployer des gens, des agents un peu partout en République guinéenne. L'armée ne peut pas être utilisée pour venir en renfort pour assurer la sécurité interne. Mais il y a aussi un problème, monsieur le ministre. Il y a aussi un problème. Le travail, il faut qu'on touche du doigt le mal du phénomène de coupeur de route, monsieur le ministre. En attendant, c'est ce qui étrangle les Guinéens. Et Abouakar, ce qui en quelque sorte impressionne les gens, c'est que les assaillants opèrent affublés de la tenue militaire, de fois en tenue. Vous pensez très, très sincèrement qu'en tant que gouvernant, nous nous asseyons et nous ne parlons pas de cela. Non, mais qu'est-ce que vous faites pour réduire la fréquence des attaques des coupeurs de route? Mais ce que nous sommes en train de faire, nous n'allons pas venir à la radio et divulguer toute la stratégie. Mais ça doit se sentir sur le terrain. C'est un processus qui est en train d'être mis en œuvre, qui est en cours. Nous n'allons pas venir ici, venir s'asseoir et puis expliquer, voilà. Mais en attendant, le phénomène devient récurrent et le phénomène s'aggrave. Il y a de cela quelques semaines, on n'entendait pas parler de mort. Maintenant, le phénomène prend de l'ampleur puisqu'on entend parler de 2 morts cette fois-ci à Guékédou, avec toute la liberté, toute l'aisance. Même s'il y avait un seul mort, c'est un mort de trop. Je vous dis tout de suite, personne ne peut cautionner ce qui se passe avec les coupeurs de route. Mais je vous dis encore, l'arsenal à mettre en place coûte énormément d'argent et nous sommes, avec le peu de moyens qu'on a aujourd'hui, en train de déployer ce qui peut être fait. Mais je peux vous rassurer que le gouvernement est en train de travailler très sérieusement sur cette question. Le Premier ministre a eu des réunions avec... préside le Conseil de sécurité et de défense. Il a des réunions régulièrement pour qu'on puisse mettre en place rapidement un plan d'urgence. Et je peux vous dire qu'il y a déjà... Vous pensez qu'en situation de crise actuelle, puisqu'on peut appeler ça comme ça, la patrouille militaire ne peut pas être mise en contribution à l'intérieur du pays pour nous permettre de dénicher ces bandits-là, pour nous permettre de freiner leur élan ravageur. Il y a aussi la question des infrastructures qui se pose, puisque les routes sont complètement délétères. Ces bandits profitent des nids de poules pour attaquer les gens. La problématique est générale. Pas les nids de poules. Roby, il est important d'aller doucement. On ne peut pas dire tout de suite que l'armée, on met la patrouille militaire dans la cité. C'est une situation de crise, monsieur le ministre. Écoutez, on n'est pas arrivé à ce niveau où on mettra l'armée encore dans notre cité. C'est très clair. L'armée, c'est pour protéger. Mais pas dans la cité, mais sur les routes. Pendant ce temps, les gens meurent. Je vais rajouter quelque chose. Je ne pense pas qu'il faille occulter rapidement la question des tenues militaires. C'est important de dire que vous remarquerez que les différents corps ne portent pas du tout, en tout cas au sein d'un même corps, on ne porte pas la même tenue. Ensuite, il y a lieu de souligner un fait. C'est un marché assez juteux que le marché, en ce qui concerne le marché de fourniture en uniforme. Absolument. Pour l'armée, pour la gendarmerie, pour la police. C'est un marché assez juteux. Mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à trouver notre stratégie, puisqu'il s'agit d'une question souveraine, à ce que l'État guinéen trouve les moyens qu'il faut pour, sur place, confectionner ses propres tenues afin de les distribuer dans les casernes. Mais il y a une usine militaire qui existe dans le pays. Qu'est-ce qu'on en fait d'elle, Moussa Moïse? D'importer. Ce qui est grave. Si on confie une question aussi centrale, aussi souveraine, à des sociétés privées, ne soyez pas offusqués de me voir aller à Madina m'acheter une tenue treillis. Je peux le faire parce que tout simplement, il n'y a pas de suivi derrière. Ensuite, en ce qui concerne la question de la brigade mobile de la gendarmerie, je pense qu'il y a lieu de revoir la stratégie de cette brigade mobile. Elle a été déployée, il y a eu des points ciblés à l'intérieur du pays, puisqu'on parle de race campagne pour cette brigade mobile. Les motos coûtent excessivement cher, sont des motos de dernière génération, mais qu'on nous dise, soit l'effectif n'est pas de taille, ou bien c'est vrai, ça se discute même pas. Non, mais est-ce que vous avez une seule fois vu? On a été à l'intérieur du pays, quand même. Là où ces motos sont stationnées, c'est quand même à l'entrée des préfectures, à la sortie peut-être. C'est pas là la question. Je pense qu'il y a lieu de trouver notre stratégie par rapport à la brigade mobile,
puisque la question des coupeurs de route, ça n'en finit pas. Mais c'est cette stratégie qu'on attend justement du nouveau ministre. Absolument. Moi, très rapidement. Je suis un peu inquiète. Monsieur le ministre disait qu'il y a un grand travail qui est en train d'être abattu derrière les rideaux. Comme il l'a dit, une stratégie est en train d'être affinée, certainement quelque part, mais pendant 5 ans, une stratégie est en train d'être affinée. La criminalité gagne du terrain. S'il fallait être reconduit sur cette base, est-ce que vous pensez que vous auriez de la chance? Oui, parce que ça va revenir, monsieur le ministre, comme un des thèmes de campagne cette année. Vous savez, la sécurité est un réel défi. Là, il faut l'avouer, il faut se dire la vérité. Moi, je ne suis pas ici pour dire ou pour cacher certaines vérités qui sautent à l'œil, mais je peux vous dire que le défi de la sécurité n'a pas commencé il y a 1 an, 2 ans, 4 ans ou 5 ans. Nous avons hérité d'une situation, mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme si tout est né en 2010 ou en 2011. C'est une situation qui... Non, si vous permettez, je vais terminer. Factuel. Ah ben, si vous ne me laissez pas terminer... on va le laisser conduire son raisonnement. On parle du factuel, monsieur le ministre. Roby, si tu peux, allez-y, monsieur le ministre. Ce qui est factuel, c'est que je ne sais pas ce que vous voulez dire, que vous parlez du factuel. C'est le factuel qui crée notre inquiétude ce matin. Ce factuel est engendré par une situation qui est née depuis très longtemps. Et c'est le rôle du gouvernement de lutter contre ça de manière actuelle aussi. Et le rôle du vous répondez à la question de Moussa Hiro. Est-ce que ça va revenir, ça va être un des thèmes de campagne sur lequel le procès Alpha Condé est attendu? Ah mais naturellement, mais ce que nous avons fait, il faudrait regarder, comme je l'ai dit, la situation de sécurité dans sa globalité, pas seulement un seul secteur. Il faut regarder dans sa globalité, parce que si c'est jugé un seul aspect de la sécurité, naturellement on trouvera des failles un peu partout. Mais sur la question, est-ce que vous reconnaissez que c'est un échec? Non, je ne reconnais pas. C'est quand même un tendon d'Achille du gouvernement. S'il vous plaît, ce n'est pas un échec. Bien. Ce que nous avons eu à faire au niveau de la réforme de sécurité et de défense, c'est énorme. C'est énorme et vous ne pouvez pas le nier. Ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord qu'effectivement, il y a des aspects en termes de sécurité des citoyens, les coupeurs de route. Il y a l'amélioration à faire à ce niveau. Ça, c'est une évidence. Pourquoi pas Moussa Panaïté, prochainement ministre de la Sécurité, pourquoi pas? Dans l'ensemble, il a des idées. Beaucoup de choses qui ont été réalisées et il faut déjà remercier et féliciter ce qui a été fait. Mais le travail, le chantier reste encore vaste. Immense. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je rappelle que partout dans le monde, le défi de la sécurité est un défi réel. Vous partez en Tunisie, il y a eu ce carnage. Ce matin, il y a eu un attentat. Au Mali, il y avait l'attentat. Partout dans le monde, le problème de sécurité est un problème est un problème récurrent et un factuel. Le banditisme niveau rural, c'est un problème qu'on peut bien circonscrire. Le terrorisme, l'attentat, ça c'est un problème international. Bien, très rapidement, monsieur le ministre, en 30 secondes. J'ai hésité de faire un parallèle ou de comparer les taux de criminalité. Mais ce que je peux dire, c'est que le défi de sécurité est un défi pour tous les gouvernants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Guinée, partout dans le monde. Mais ceci dit, nous devons redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de vie des Guinéens sur le plan sécuritaire. Beaucoup déjà a été fait, mais il faut avouer qu'il y a encore du chemin. Alors, le secteur de la sécurité, le bilan du professeur Alpha Condé dans le secteur de la sécurité, ce n'est pas un échec, c'est le ministre Moussa Panaïté qui le dit. Pourquoi pas prochainement ministre de la Sécurité? En tout cas, il a des idées à vendre. Nous marquons une pause et puis nous revenons derrière. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre aussi, c'est maintenant que vous le faites. 3 possibilités pour participer à cette émission, pour réagir en interactivité à cette émission, à nos sujets. GG 8037, où vous allez carrément sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, ou vous nous envoyez carrément vos SMS au 657 39 13 13. Vos messages défileront le soir sur la télévision d'une autre planète. Nous allons poursuivre dans un instant notre débat avec notre invité, cette fois-ci sur le volet politique, en tout cas autour de la polémique qui est enfle au sujet du chronogramme publié récemment par la CENI. L'opposition dénonce une inversion à dessein de l'ordre des élections.
que pense la mouvance présidentielle de cette polémique et qu'en pense l'autre facilitateur? Nous allons prendre l'avis de M. Aboubacar Somparé, donc M. Moussa Fanaïté, il est dans ce studio. Le Crocs aussi qui se mêle dans la danse, qui prend des initiatives. Abdoul Sako, président de cette institution et du réseau Kogelped, il sera dans ce studio dans la deuxième partie. Ebola aussi, on en parle ce matin avec un nouveau rebond donc, de la maladie. Koya, Forêt-Karia et la zone spéciale de Conakry. Donc toujours principaux pôles d'inquiétude en Guinée. Folleta Silla, responsable de la communication de la coordination locale des luttes contre cette épidémie, il sera au téléphone dans cette émission. Donc on poursuit le débat. Ahmed Kamara avec notre invité. Cette fois-ci, on parle du chronogramme des élections. Voilà, monsieur le ministre, ce chronogramme de la discorde. D'abord, comment est-ce que vous avez apprécié ce choix de la CENI d'organiser la présidentielle avant les communales, puisqu'on sait quand même que depuis plus de 4 ans que vous êtes là maintenant, ces élus locaux qui sont dans nos différentes mairies n'ont plus quand même, entre guillemets, de légitimité vis-à-vis de la loi. Bon, d'abord, je pense, moi j'ai accueilli la décision de l'opposition avec beaucoup disons, de réserve et d'incompréhension. Je pense que, vous savez, dans pareilles situations, il faut éviter la colère et l'impatience parce que c'est de mauvais conseillers. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans le cadre de cette déclaration. Moi, je voudrais savoir, puisqu'on a un juriste en interne, quel est le fondement juridique pour le rejet des décisions de la CENI. Quel est le fondement juridique qui sous-tend le rejet d'une décision de la CENI? Le principe, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous nous posez des questions. Non, ce n'est pas. Il pose pas de questions. Je ne pose pas. Je veux comprendre le principe. Voilà, le fondement juridique qui sous-tend le rejet d'une décision. Mais Djibril n'est pas la voix de l'opposition. Non, ce n'est pas une question. Mais attendez, s'il vous plaît. Nous sommes dans un débat. Dans le débat, je peux vous poser des questions. Vous pouvez répondre à ma question. Non, vous êtes ce n'est pas inverser le rôle. J'ai posé une question. Ce matin, il est quel est le fondement juridique qui sous-tend le rejet d'une décision? Les décisions de la CENI. Parce que la CENI... Bien, l'opposition sera là, hein, si tout va bien pour... Non, mais vous pouvez me répondre. Vous pouvez me répondre quand même. Non, mais en même temps... Parce qu'on a un juriste, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a un fondement juridique? Bien. En même temps, il est intéressant, monsieur le ministre, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un fondement juridique? C'est pas quand même une colle, Mohamed Djibril. C'est pas Mohamed Djibril. Attendez, je pense que c'est important. Le principe... C'est pour les auditeurs. C'est pour les auditeurs. Moi, je ne réponds pas à la question du ministre. C'est important. Pas le conseil juridique de l'opposition. Et moi, j'ai une réponse. Bien, allez-y. Djibril, on va permettre. Allez-y, monsieur le ministre. Ma réponse, c'est que c'est la politique politicienne. C'est aussi simple que ça. C'est très clair. Je pose une interrogation ce matin. Encore une fois, une deuxième interrogation, si vous me permettez. À ce que je sache, il n'y a pas de préséance au niveau des élections. Il n'y a pas une loi ou un accord qui dit qu'il faut organiser telle élection avant telle élection. Ah mais si, il y a un accord. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous appelez accord? Oui, mais attendez, celui qui a été signé le 8 juillet, monsieur le ministre, vous n'allez pas nier. Attention à Boubacar, attention à Bakouar, attention Robi. Quand vous utilisez les termes, quand vous dites accord, est-ce que vous et moi, nous avons signé un papier? Celui du 3 juillet. S'il vous plaît, si vous permettez, c'est cela l'accord, d'accord? Qui lie le gouvernement à l'opposition où le représentant de l'État signe en tant que ministre ou un représentant de l'opposition signe sur le papier pour dire on est d'accord sur telle question. Est-ce qu'il y a celui du 8 juillet un ministre? Non. Non, attention, s'il vous plaît, on ne peut pas. La question elle est très simple. Moi, je ne peux pas vous donner ma signature, ce n'est pas possible. Ah non, mais, il faut que je signe, il faut que j'assume. Il faut que j'assume ma signature. Moi, ce que je voudrais comprendre ici ce matin, si je voudrais comprendre ici, est-ce qu'il y a une loi qui nous donne la préséance en termes d'élection? Permettez-moi de qu'on cite la loi. Non, mais s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de loi, ça c'est la première question. Il y a quand même une entente politique. Ça c'est la première question. Et la deuxième, plutôt la troisième. Parce que si vous ne voulez pas le terme accord, il y a eu une entente politique. La troisième, qui est toute banale et que chacun de nous, certainement, a eu à penser à la question, mais bon, qu'il a certainement esquivé. Quand on parle d'élection, on parle de budget, naturellement. On parle de moyens. Il n'y a pas d'élection sans moyens. Il faut des moyens. On est d'accord. Le budget de l'année 2015 a été voté par l'Assemblée nationale. On est d'accord. La loi des finances a été adoptée par l'Assemblée nationale, par nos honorables députés. D'accord? Oui. Pas d'ambiguïté là-dessus.
Pourquoi en décembre, ce débat que nous avons aujourd'hui, cette passion qui est née aujourd'hui, pourquoi ce débat ne s'est pas tenu en décembre lors de l'adoption de la loi des finances? Je termine très, très simplement. Parce qu'en ce moment, les honorables députés de l'opposition auraient dit, certainement, s'il n'y a pas une ligne pour les élections communales, nous n'allons pas voter cette loi, nous nous retirons. Si vous permettez, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout et Ahmed, vous allez répondre à cette question. Je veux savoir, parce que c'était le lieu par excellence pour dire, voilà le budget des communales. Et en ce moment, l'État, le gouvernement et les députés qui sont à l'Assemblée auraient dit, vraiment, il faut qu'on tienne compte de cette ligne. Mais cela n'a pas été débattu. Personne aujourd'hui ne peut me dire ici qu'il a entendu un député de l'opposition dire si les communales, les budgets du communal ne sont pas inscrits au niveau de la loi des finances 2015, nous n'allons pas siéger. Donc le budget des communales n'a pas été débattu. Ça n'a même pas été débattu. Attendez, s'il vous plaît. Non, on va revenir, monsieur le ministre, si vous permettez. Est-ce que le gouvernement s'est posé la question? Monsieur le Président, nous avons Aboubacar Sompare qui vous patiente au téléphone. Comment est-ce que le gouvernement s'est posé la question? Comment est-ce que la CENI a fait en emmenant un technicien malien pour travailler sur le fichier? Est-ce que vous êtes posé la question comment la CENI était en train de financer le processus pour l'organisation des communales? Ahmed, vous m'étonnez. Vous m'étonnez quand vous posez des questions comme ça. Parce que c'est très simple. Non, attendez, la CENI était dans l'optique d'organiser ses communales en faisant des dépenses. Si ça ne faisait pas partie de la ligne budgétaire. S'il vous plaît, je ne suis pas, est-ce que la CENI a tiré je ne ses suis fonds? pas commissaire de la CENI. D'accord? Ce que je sais, c'est que la loi des finances qui a été votée il y a 3 mois de cela, le débat sur le budget des communales aurait pu être débattu là-bas et on aurait dit il faut l'inscrire. Ce qui a été débattu par contre là-bas, c'est que le budget qui a été proposé, ils ont demandé un léger taux de progression par rapport au budget des élections législatives. C'était très clair. Alors, pourquoi nous avons tous défilé? La CENI était là-bas. Pourquoi en ce moment le débat ne s'est pas posé? Ça c'est une question fondamentale. Parce qu'on ne peut pas, si vous permettez, on ne peut pas organiser des élections si le budget n'est pas prévu. Oui, mais si vous permettez, monsieur le ministre, nous avons l'autre invité qui patiente au bout du téléphone, monsieur Aboubacar Sompare, l'autre facilitateur en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Eh bien, il est parti, il a longuement patienté au téléphone. On va le rappeler, si tu permets, Prince. Monsieur le ministre, allez-y, Moussa Moïse. De la jeunesse. Il est parti, il fait bien de partir. partir. L'aspect au-delà du fait que la CENI soit une institution indépendante autonome, au-delà du fait que c'est elle qui organise les élections, mais quand on officialise un chronogramme et que ce chronogramme est sujet à polémique, et qu'il y a des risques de crise, le rôle du gouvernement, est-ce que ce rôle a été joué de nos jours? Parce que j'ai l'impression que le gouvernement fait dans la polémique au lieu d'apporter une solution à la crise. Vous savez, Moussa Moïse, vous me permettrez, si vous permettez, monsieur le ministre, avant de déplacer le débat. Avant de répondre à cette question. J'ai posé une interrogation, j'ai posé une question à laquelle, d'abord la dernière question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Je pense que pour organiser quoi que ce soit, il faudrait que ce soit budgétisé. Parce que c'est l'argent du contribuable, n'est-ce pas? On est d'accord. En attendant de développer son raisonnement, si vous permettez, monsieur Aboubacar Sompare qui revient dans cette émission. Les grandes gueules. Honorable Sompare, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des facilitateurs nationaux ayant pris part à ce dialogue. On a envie de comprendre, est-ce que l'additif du 8 juillet peut être considéré comme un accord? C'était un accord qui n'a pas été signé, certes, par les partis, mais c'était un accord obtenu de l'ensemble des participants. L'opposition, la majorité, le gouvernement, la CENI. C'était donc un accord, ce qui signifie que, vous dites que c'était un accord, est-ce que cela engage, à votre avis, le gouvernement et l'ensemble des partis? Moralement, oui. Moralement. Donc, ils ne sont pas tenus d'appliquer, de respecter les principes de cet accord moral, comme vous l'appelez. Je dis moralement parce que comme ils n'ont pas signé, juridiquement, on ne peut pas les engager.
On ne peut pas juridiquement donc les engager. Tout ceci dépend donc de... Moralement, chacun est conscient que ça a été un accord obtenu. Oui, mais dites-nous, racontez-nous, M. Somparé, comment cet accord a été négocié. Est-ce que toutes les parties prenantes se sont senties concernées par les négociations? Oui, parce que pourquoi d'ailleurs ça a été un additif? Si c'était une question aussi importante. Vous savez, les accords du 3 juillet ne concernent que les élections législatives. L'opposition a fait remarquer que les agents qui ont été mis au niveau des communes, les conseillers qui ont été mis en place, leur mandat a été dépassé. C'est normalement 6 mois. Les 6 mois étaient passés et qu'il fallait absolument les remplacer. Mais on a privilégié d'abord les législatives. Et par la suite, on a accepté, le ministre de l'administration des territoires a dit ce jour-là qu'il est plus précieux que l'opposition pour organiser les élections en 2014. C'est à la suite de cet accord tacite que les facilitateurs ont fait un communiqué. Parce que nous avons le facilitateur des Nations Unies, Fred Guinit, avec toute une équipe là-bas, qui prennent note et qui, après chaque entente, diffuse un communiqué. Finalement, M. Somparé, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des facilitateurs et de tous ceux qui ont participé à cette réunion-là, aujourd'hui, s'il y a problème, parce que vous avez accouché d'un accord que dont vous n'avez pas exigé la signature des partis engagés, aujourd'hui le débat revient, est-ce que la responsabilité, c'est pas un peu la vôtre ou les vôtres? Alors, écoutez, l'organisation des élections relève de la CENI. Ce n'est pas du gouvernement ni de quelque... Oui, mais pourquoi la raison du dialogue politique si finalement c'est pour venir à un accord qui aujourd'hui crée la polémique, qui aujourd'hui chacun le jette et ça ne sert plus à rien? Pourquoi la raison de ce dialogue politique finalement? Ouais, tant de questions à M. Aboubacar Somparé. Si vous permettez, M. le Président, vous ne quittez pas. Et nous allons vous rappeler derrière, la radio c'est l'heure. Pour l'heure, nous marquons une pause de 10 minutes. Derrière, nous revenons avec notre invité, M. Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, avec de l'autre côté, au bout du téléphone, M. Aboubacar Somparé. Et plus tard, Abdoul Sako, donc président du CROX et de Cogelped. Sans oublier Fodeta Silla qui va s'expliquer sur le rebond d'Ebola en République de Guinée. Tout ceci dans moins de 10 minutes. Nous revenons dans un instant. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez depuis Nzérékoré, depuis la BMP, partout à travers le territoire national, mais aussi à l'extérieur et sur le réseau des médias partenaires de cette émission Les Grandes Gueules. Merci de votre fidélité. Nous poursuivons notre émission. L'heure est grave, très grave. L'épidémie Ebola qui prend à nouveau de l'ascenseur en Guinée. De 34 malades dans les CTE à l'échelle nationale. Le pays compte à date, selon un dernier pointage de l'OMS Guinée, 91 hospitalisations pour 61 cas confirmés. Qu'est-ce qui explique ce nouveau rebond? Monsieur Fodeta Silla, monsieur responsable communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola, il va être dans cette émission dans la 3e partie. Et puis on s'intéresse à cette polémique autour du chronogramme des élections. Depuis que ce chronogramme a été rendu public par la CENI à Kindia, nous avons monsieur Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il est l'un des cadres de la mouvance présidentielle. Il est dans ce studio. Au bout du téléphone, dans un instant, nous allons retrouver monsieur Aboubacar Silla et docteur Fodé Ousfoufana qui va s'inviter dans la danse, qui va intervenir d'un moment à l'autre dans cette émission. Mohamed Gibril Moussaïro, nous poursuivons avec... nous avons M. Aboubacar Somparé qui revient. Alors, doyen, vous parliez plutôt d'accord moral, ça veut dire que le document n'a pas été signé, mais aujourd'hui, est-ce que réellement le gouvernement a l'obligation de faire en sorte que ces élections soient tenues? Écoutez, à l'origine de ce débat, l'opposition avait évoqué la fin du mandat des délégations spéciales. C'est qu'il fallait renouveler obligatoirement. Mais pour ne pas disperser les efforts, on s'est concentré d'abord sur les élections législatives. Et c'est ainsi que l'accord du 3 juillet a été signé.
il est resté entendu qu'en 2014, dès le premier trimestre de 2014, on aurait organisé les élections municipales. C'est ce qui a été arrêté et c'est ce qui a amené les facilitateurs à faire un communiqué. Allô, vous êtes là? Oui. Alors, il est important de savoir aujourd'hui, monsieur le facilitateur, vous qui avez participé activement à ce dialogue politique, encore une fois, la question de la raison de ce dialogue politique se pose, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle n'a servi à rien. Un accord a découlé de ce dialogue politique, la polémique autour de cet accord. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il faut instaurer un nouveau dialogue ou aujourd'hui, l'engagement des deux parties dans le premier dialogue doit être acté? Le dialogue a servi à quelque chose, ça a servi à l'organisation des élections législatives. Oui, mais l'accord additif. Oui, mais pour vous, monsieur Somparé, oui, au sujet de cet additif, est-ce que le débat a lieu d'exister? Non, comme l'accord n'a pas été signé par les autres partis, donc on ne peut pas leur faire obligation. Mais cependant, au terme de la loi, les élections municipales doivent être organisées. Puisque le mandat des délégations spéciales est passé. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi de la part des acteurs, en tout cas, pour n'avoir pas respecté en tout cas l'esprit ou cet accord, le contenu de cet accord? Comment? Est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi? Ah, écoutez, il y a des contraintes qui peuvent surgir, on ne sait jamais. On peut exprimer une intention et rencontrer en cours de chemin des obstacles. On ne sait jamais. Bien. La responsabilité, en tout cas, incombe à la CENI. Bien. Merci en tout cas, M. Aboubacar Somparé. Je rappelle, vous êtes l'un des facilitateurs dans le dialogue interguinéen de 2013. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, on revient avec vous, M. Naïté. Si vous permettez, il faut que le peuple sache aujourd'hui de quoi on parle. On parle de 342 communes urbaines et rurales. Sur les 342 communes urbaines et rurales, il y a 28 délégations spéciales. 28. Et sur les 28, il y en a 16 en milieu urbain et 12 en milieu rural. Et souvent, ce sont des délégations spéciales qui ont été mises en place parce qu'il y avait des problèmes par-ci, par-là. Mais je rappelle, si les uns et les autres pensent que c'est à cause des stratégies électoralistes que nous voulons maintenir ces délégations spéciales, vous prenez le cas de Conakry. Les délégations spéciales étaient là, mais l'opposition avait gagné pendant les élections législatives. Mais cela n'est pas... Il faut qu'on essaie de dépassionner. Oui, mais monsieur le ministre... Cela est très important. Mais en même temps, on va vers une bataille majeure, l'élection présidentielle. Si vous permettez, j'en viens. Je parle de la pertinence de ces 28 délégations spéciales comparées à 342 élections communales et de communes urbaines et rurales. Je rappelle que ce que l'opposition demande aujourd'hui, c'est qu'on arrive à organiser maintenant, instamment, dans 2 mois, selon le code électoral. Vous, c'est pas possible? 2 mois, c'est d'abord d'avoir 342 maires, d'accord, d'avoir plus de 5824 chefs de quartier élus, d'avoir 2894 chefs de district élus avant la tenue des élections présidentielles d'octobre. En attendant, la CENI a fait le travail, la CENI s'est engagée, la CENI a engagé des fonds pour nous permettre d'aller à ces élections communales. Oui, il ne restait plus que l'impression des cartes d'électeurs selon les dernières informations. Vous savez, je ne suis pas commissaire de la CENI. Je pense qu'il faudrait avoir les gens de la CENI pour vous répondre à ce sujet. Je pense qu'il faut faire très attention parce que moi, je ne peux pas vous dire si cela est vrai ou si c'est faux. Mais je pense, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Aboubacar Somparé, la CENI sait pourquoi elle a donné le chronogramme qu'il a donné. Pourquoi finalement a-t-on si peur d'organiser ces communales? Mais il n'y a aucune peur. Alors pourquoi le gouvernement et la CENI et les partis en face ne s'engageraient pas je vais vous dire pour pourquoi les il n'y a aucune raisons peur. du respect de la démocratie et de la stabilité dans notre pays, d'organiser ces communales avant les présidentielles? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous mettre à l'aise sur un aspect. D'accord? À la proportionnelle, puisque les élections communales, c'est à la proportionnelle, n'est-ce pas? Ouais. À la proportionnelle, le RPG Arc-en-Ciel a eu 1 421 000 voix. Le second, qui nous a secondé, l'UFDG, a eu 900 000 et quelques voix. Le troisième, l'UFR, a eu 200 000 et quelques voix. Et les autres partis, 600 000.
Donc je vous dis, on organise les proportionnels. Aujourd'hui encore, on gagnera. Là n'est pas la question. Alors, c'est pour vous dire, qu'il n'y a aucune inquiétude. C'est la faisabilité qui doit nous être démontrée par la CENI. Si vous permettez, pour vous aujourd'hui, si la CENI donne la garantie qu'elle peut organiser les élections communales, vous vous engagez. On va laisser les autres poser des questions. Si vous permettez, on n'a aucun problème. On est respectueux des lois. Vous savez, il y a Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. On a décidé que la CENI gère les élections dans notre pays. La CENI, je vous ai posé une question tout à l'heure. Quel est le fondement juridique? Pourquoi nous devons rejeter ce que la CENI nous a proposé? Une CENI laminée par les politiques laminée par les politiques. Oui, c'est une CENI qui est complètement... Mais une CENI, donc attends, une CENI régie par la loi. Une CENI régie par la qui fonctionne mal. On va essayer de donner. On est tous d'accord sur la critique. On va laisser Moussa Moïse poser sa question. Je ne suis pas là pour défendre la CENI. La CENI viendra se défendre elle-même. Mais ce que je dis, entre-temps, en ce moment précis, qu'est-ce que nous avons comme argument? Qu'est-ce que nous avons comme élément? La question que je vais poser, monsieur le ministre, entre les deux tours de la présidentielle de 2010, ce qui était prévu par la loi n'a pas été respecté. Même pour aller à l'élection de 2010, il a bien fallu qu'on passe par ce genre d'accord, qu'on appelle maintenant accord moral ou pas, mais les partis se sont entendus à respecter les différents engagements qui ont été pris. Donc aujourd'hui... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce que je suis en train de dire, je parle des accords de Ouaga. Les accords de Ouaga. C'est important. Qui a signé? Mais écoutez, les partis ont signé, oui ou non? Les partis ont signé, oui. Alors ce que vous appelez accord additif? Vous avez désigné quand même un facilitateur, que ce soit additif ou pas. Moi, je pense que la terminologie n'est pas importante. Ce qui est important, monsieur le ministre, aujourd'hui... Si vous permettez, Moussa, si vous permettez, Moussa, si vous permettez, Moussa, je vais rapidement. Vous me permettez. Alors, à supposer qu'il y ait cet accord additif, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Parce que nous ne voulons plus que nos enfants descendent dans... Oui, mais l'autre question aussi, pourquoi n'avez-vous pas organisé ces élections? Si vous allez dans un tel raisonnement, pourquoi ces élections n'ont pas eu lieu jusqu'à maintenant? Mais ce n'est pas, au gouvernement d'organiser les élections. C'est à la CENI. Le financement, ça vient de là. Mais attendez, ce qui est quand même... Il y a une question de logique qui se pose. Tantôt, on veut que la CENI organise les élections. Tantôt, on l'empêche de la guerre. Travailler. Ça veut dire que si la CENI restait 10 ans, 15 ans sans organiser des élections communales pendant que vous êtes au pouvoir, ça ne vous gênera pas du tout. Mais attendez, vous n'allez pas demander, alors que c'est un garant. Nous souhaitons aujourd'hui que toutes les institutions soient en place. Absolument. Notre souhait est aujourd'hui qu'il n'y ait plus de délégation spéciale, qu'il n'y ait plus de maires qui ne soient pas élus. Il faut dire sauf qu'elles sont encore en place, ces délégations spéciales. Si vous permettez, monsieur le ministre, nous allons prendre la voix de l'opposition. Dr Fodé Ousfoufana en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Dr Fodé Oussou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous suivez le ministre de la Jeunesse, M. Moustapha Naïté, dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à lui rétoquer? Je pense que c'est très grave. Ça prouve déjà et ça donne l'occasion à l'opposition de ne plus jamais accepter de dialoguer avec un gouvernement qui ne respecte pas ses propres engagements. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que M. Somparé a été désigné tout simplement parce qu'il voulait le désigner. Et M. Naïté dit que tout ce que M. Somparé dit ne l'engage pas. Bref, je viens avec deux choses d'abord. La CENI n'a pas mandat. Nulle part n'est écrit que la CENI a le droit d'inverser et changer la date des périodes d'une élection. Que ce soit l'élection communale, que ce soit l'élection présidentielle, tout est réglé par la loi. Il y a une période au cours de laquelle la CENI doit pouvoir proposer un chronogramme. Ça s'arrête là. Jusqu'à oublier ces élections communales lors de vos discussions. Jusqu'à aller... Alors, Dr Fodé Ousfoufana, monsieur le ministre de la Jeunesse est dans ce studio. Vous allez vous dire bonjour et quand même permettre d'échanger dans cette émission. Oui, allez-y. Oui. Bonjour, mon frère Naïté. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Ça va, oui. Alors, moi je suis étonné. Je suis étonné qu'on me parle d'inversion des élections. Parce que moi, je voudrais qu'on me montre tout simplement
une loi, quelque part, qui dit qu'il faut organiser les élections présidentielles avant ou après les élections municipales. Je voudrais qu'on me montre cette loi. Parce que vous venez de dire qu'il y a cette loi qui existe. Donc, le peuple de Guinée a besoin de savoir où se trouve cette loi. Parce que quand on parle d'inversion de la loi, d'inversion des élections, c'est quand même extraordinaire. Et je voudrais aussi comprendre le fondement juridique qui vous appelle à interpeller la CENI sur ces décisions. Mais attendez, vous savez, M. Naïté, les juristes nous regardent. Quand vous prenez le code des collectivités, vous prenez le code électoral. Quand on dit qu'on va organiser une élection présidentielle, on définit par exemple la période au cours de laquelle on peut organiser une élection présidentielle. C'est pour ça, lorsque la CENI a donné la date des élections présidentielles, nous n'avons posé aucun problème. Si la CENI avait donné une date pour les élections communales dans la période qu'il fallait, conformément au code des collectivités, il n'y a aucun problème. Mais quelle période? De quelle période il parle? Attends, non mais... Moi, je voudrais savoir, monsieur... Honorable, au cours de laquelle on organise une élection présidentielle quand le mandat est arrivé à... Honorable, vous avez parlé de code de collectivité locale, ensuite vous parlez d'élection présidentielle, il faudrait mettre les choses dans leur contexte. Ne mélangez pas les deux. Des élections communales et bon, d'accord. Maintenant, la Constitution a dit en son... La Constitution... Quand on organise une élection présidentielle, quand on organise une élection présidentielle, la période est définie dans la loi. On dit de telle période à telle période. C'est pour ça, lorsque la CENI a donné la date pour les élections présidentielles, personne n'a dit un mot. Mais c'est comme si la CENI prenait la décision sur elle-même de dire aujourd'hui qu'on n'organise pas les élections présidentielles au mois d'octobre de cette année, qu'on devait l'organiser au mois de juillet 2016. Elle n'en a pas le droit. Elle ne peut pas faire ça. Ce n'est pas son travail. Mais attends, quel est votre fondement juridique alors? Parce allez, la loi. Non. Ne dites pas la loi. Ne dites... Monsieur, honorable vous avez cité l'article. Avant de venir... Non, mais il a cité un article quand même. Quel article? Oui, il peut le rappeler. Allez-y, monsieur. Allez-y, docteur Fodé. Avant de venir à cette... Il parle de l'article 114 du Code des collectivités, monsieur. Pas de l'organisation. Voilà, c'est tout. Monsieur Naïté, quand on parle d'une élection, le juriste prend le temps de dire, voilà, l'élection présidentielle, l'élection communale, quand le mandat est arrivé à expiration, voilà comment l'élection doit être organisée. Mais bon, si vous permettez, je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat. C'est très simple. Ce qui est certain, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et la mouvance présidentielle n'a jamais dit que ces maires que nous avons ne sont pas dans l'illégitimité. C'est clair, leur mandat est caduc, c'est passé. Du moment, s'il vous plaît, la loi dit, je vais vous aider, la loi dit, dès que il y a un mandat qui arrive à expiration, l'imprescriptibilité commence en ce moment, le même jour ça commence. C'est clair là-dessus. Nous ne nions pas cela. Il y a ces délégations spéciales, il y a ces maires qui devaient être remises en place depuis 2010. Ça, c'est une vérité absolue. C'est clair. Mais ce que vous êtes en train de dire, là, non, si vous permettez, la question des élections présidentielles est réglée. La question des élections présidentielles est réglée par la Constitution en son article 27. Oui, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Les élections communales, c'est réglé aussi par le Code des collectivités locales. On sait cela. Mais ce que vous dites, par contre, que le peuple a besoin de savoir, ce n'est pas dire, si vous permettez, monsieur Honorable, s'il vous plaît, ce que vous devez comprendre. Vous me coupez la parole, je vous dis, allez-y. On va ordonner les choses. Ce que je voudrais vous dire, monsieur le ministre, après lui, il prendra la parole. Il n'y a nulle part dans la loi ou dans les lois que nous avons une question de préséance. Il n'y en a pas. Attendez, il n'y en a pas. Si il faut... Vous prenez... Bien, allez-y, docteur Fodé Ousfofana. Mais attendez, il ne faut pas... Les gros mots n'ont pas de place. Il ne faut pas noyer le poisson. On parle de quoi? On parle de la CENI qui est en train de donner un chronogramme. Est-ce que la CENI a le droit de donner un chronogramme? Je dis oui. Est-ce que ce chronogramme doit tenir compte de la loi? Je dis oui. Est-ce que la CENI peut aller en dehors de la période prévue par la loi? Je dis non. Je parle de ça.
je parle de ça tout simplement. Alors, de la même manière. Alors, si vous allez, quelle est la période qui est si vous allez sur ce terrain, docteur Fodé, si vous allez sur ce terrain, si vous donnez la légitimité à la CENI d'établir un chronogramme, cela veut dire que le chronogramme que la CENI nous a donné aujourd'hui doit être respecté. C'est aussi simple. L'accessoire suit son principal. Attends. Non, Roby, c'est pas ce que je vais dire. Alors, c'est quoi le problème? Non, quand on donne un mandat à la CENI, on demande juste à la CENI de respecter la loi. Selon vous, c'est ce qu'elle n'a pas fait, cette CENI? Oui, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Et quels sont les arguments? Bien. Peut-être une dernière. Non, c'est pas une question. D'abord, l'œil du juriste. Allez-y, Mohamed Djibril. C'est une précision, c'est important. On sait tous, c'est un secret de polichinelle, que le mandat de cette délégation spéciale est expiré depuis longtemps. Mais la loi, nulle part, lui, il a cité un article, la loi ne dit pas expressément qu'il faille organiser les communales avant la présidentielle. C'est clair. Ça, c'est important. C'est très clair. Ça, c'est important. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une dernière question, Moussa Hero. Je voudrais parler un peu de la loi des finances. Monsieur le ministre en parlait tout à l'heure. Oui, c'est important de poser la question aux députés. Vous êtes du côté de l'Assemblée. Est-ce qu'il a été question de l'organisation des élections communales? On dit que vous n'avez pas du tout parlé de budget pour ces élections communales. Le budget qui nous a été envoyé est un budget qui parle de l'organisation des élections présidentielles. Je veux attirer l'attention de Moussa Naïti, c'était mon grand frère Moussa. Moustapha Naïti, de rentrer en contact avec son ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances a reçu un budget de la CENI. Il a financé à plus de 70%. C'est ce budget-là qui a permis non seulement de recruter l'opérateur, le technicien, le malien, c'est ce budget-là qui a permis au commissaire d'être à l'intérieur du pays, faire le découpage. Aujourd'hui, la CENI a dépensé 3 millions de dollars. Oui, mais docteur Fodé, la question est très précise. La question de Moussa Hero est très précise. On est un peu pris par le temps. Oui, parce que le ministre l'a dit, ça n'a pas été une préoccupation pour vous, le budget des communales. Pourquoi vous étiez préoccupé par l'organisation des élections communales? Pourquoi vous n'avez pas fait mention, même si ça n'a pas été question dans le budget présenté par le ministère des Finances? Vous nous demandez de faire mention quand la CENI est sur le terrain, elle a reçu déjà le budget du gouvernement. Elle est en train de travailler. Oui, le rôle des parlementaires de l'opposition, c'est et pas l'opposer, non? On va donner la parole. On va laisser la parole à monsieur le ministre. Allez-y. Le rôle des parlementaires qu'il est, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Il y a un budget qui a été présenté par la CENI, c'était pour les élections présidentielles. Et moi, je dis encore, toute cette passion, toute cette énergie qui est déversée aujourd'hui, pourquoi on n'a pas eu la même passion en décembre 2014 pour demander à ce qu'on inscrive de façon très claire, parce qu'en intercommission économie et finances, il n'a jamais été question de débattre du budget des élections communales. À ce que je sache, c'est le contribuable que vous êtes, que je suis, qui dit voilà où mon argent va, et les représentants du peuple qu'ils sont, c'est à eux de dire oui, nous sommes d'accord sur cette loi des finances. Monsieur le député, j'ai envie de dernière question, Monsieur le député, le budget qui a été envoyé au ministre des Finances par la CENI, est-ce que c'était un budget officiel, connu de toutes les parties? Non seulement c'est un budget officiel, mais je tiens à vous rappeler que ces élections communales et communautaires devaient être organisées depuis le mois de janvier 2014. Au jour d'aujourd'hui, il ne reste même pas plus de 45 jours à la CENI pour pouvoir organiser ces élections communales et communautaires. Tout est prêt, tout a été financé. Monsieur le député, la loi dit qu'il faut 60 jours au moins. Ce budget englobait même pas 45 jours. La loi électorale dit qu'il faut 60 jours. Donc on ne peut même pas exécuter en 45 jours. C'est pas possible. Et ce que la loi aussi dit, la loi organique L016 de la CENI dit que le mandat, à l'article 21, que le mandat des démembrements arrive à expiration dès qu'on déclare les résultats définitifs des élections en cours. Donc à date
date, on n'a même pas de démembrement de la CENI partout. Donc il faut remettre dans 45 jours. La CENI c'est impossible quand même. Si je dois rentrer là-dedans pour expliquer la loi de... Attendez. Bien, pour terminer, docteur Fodé Fofana, allez-y. Non, mais écoutez, mais c'est triste. Vous avez vu, on a affaire à un gouvernement qui ne respecte même pas ses propres engagements. C'est triste. Maintenant, nous avons compris. Parce que hier, j'étais dans une disposition en disant qu'on pouvait se mettre sur la table de négociation pour pouvoir discuter avec ce gouvernement. Vous avez changé d'attitude, de disposition. Honorable, ne sois pas coléreux. Nous sommes en débat, ne soyez pas coléreux. Voilà, vous n'avez pas le droit. Non, calmez-vous. Parce que vous êtes... Il faut respecter les gens, il y a des termes qui ne sont pas dignes d'un ministre. Calmez-vous. Voilà, non, vous n'avez pas le droit de dire de me calmer ou de ne pas me calmer. Bien, on va pas tomber, si vous permettez, docteur, on va pas tomber quand même dans la boue puante. Merci d'être intervenu dans cette émission. Merci, nous allons prolonger le débat prochainement. Et peut-être pour terminer avec le ministre Mohamed Djibril, il a un commentaire très rapidement. C'est important. D'abord, il faut s'accorder sur une chose. Le micro, quelques soucis avec le micro. Et le gouvernement et l'opposition, personne ne semble faire de la loi une priorité. Personne ne respecte la loi. Alors on va sur les accords. Non, écoutez. Non, je ne suis pas d'accord. Souffrez de me laisser aller au bout de mes idées. S'il vous plaît. Vous allez souffrir. Si vous souffrez d'entendre l'évidence, eh bien ça c'est tant pis pour vous. Ça c'est important. Un accord, je le dis encore une fois, à force de loi, mais ce n'est pas une loi. Un accord à force de loi lorsque les partis qui l'ont signé s'entendent de fonctionner sur la base de cet accord qu'ils ont signé. Ça c'est une chose. C'est une chose que l'on doit savoir. Et le respect d'un accord repose sur la bonne foi des partis. Vous parlez tantôt d'accord additif. Un accord additif, ils ont dit que l'accord additif a été signé par les facilitateurs. Un facilitateur facilite le débat comme son nom l'indique, mais il n'a pas mandat à engager un gouvernement. En clair, très rapidement. On parle de respect de l'accord. Quel accord a été respecté ici scrupuleusement? Mais lui parlait des accords de Ouagadougou. Moi je parle même pas d'accord parce que l'intitulé dit déclaration de Ouagadougou. La déclaration prévoyait 112 représentants de toutes les composantes de la société guinéenne. Il y a eu 159 à l'installation. Ouais. Ça a été respecté. Non. Après, la loi dit le deuxième tour intervient 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines après la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême. Ouais. La Guinée... On a pris plus de 4 mois. 4 mois. Ouais. Non, arrêtons de nous parler des accords. Parlons plutôt de la loi. Force doit rester... Bien, Mohamed Djibril. Allez-y, Moussa. On n'a pas pu respecter la loi. Pour une fois, c'est très bien. Décidé. Quand on n'a pas pu respecter la loi, qu'on s'est décidé, en tout cas, de se mettre autour de la table et qu'on a trouvé des accords pour éviter que le pays ne bascule, je pense qu'on a intérêt à respecter ces accords-là. Parce qu'on a l'impression... C'est important, le respect des accords. Chacun campe sur sa position. Le doyen l'a dit que c'est un accord noir. Cette entente additive, il faut le dire, aux accords du 3 juillet, ça relève de l'ordre moral. Je pense que quelque part, ça peut crédibiliser un peu plus les différentes parties. Qu'on se dise que oui, ce n'est pas une loi, mais ce sont différentes parties qui se sont mises ensemble pour respecter, pour décider de cela. Il faut le respecter parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de crise, une situation très compliquée. On devrait respecter ces accords-là pour nous aider à bouger. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'on dise, puisque nous avons posé la question à monsieur le ministre, de savoir pourquoi a-t-on peur d'aller à ces communales. On nous a dit qu'il n'y avait pas de peur. Pour des raisons de stabilité, pour des raisons de paix dans ce pays, je pense qu'il est important que chacun, ces deux partis, s'engage à l'organisation des communales s'il y a possibilité de le faire. Encore une fois, il faut le discuter, il faut trouver les moyens. Le gouvernement doit s'engager, les partis de la CENI doivent s'engager à trouver les moyens d'organiser ces élections communales avant les présidentielles si ça peut sauver la paix dans le pays. Si ça peut sauver, si les moyens existent. Voilà. Bien. Vous m'étonnez. Vous allez prendre la parole après, monsieur le ministre. La CENI a très souvent fléchi sous le poids d'une certaine attente entre la classe politique guinéenne. La CENI l'a fait par le passé, la CENI peut encore le faire maintenant parce qu'il y a péril à la demeure, à mon avis. On ne va pas attendre, quel que soit le nom que vous lui donnez, quel que soit l'intitulé, accord, entente ou déclaration,
L'essentiel est qu'il y a un risque aujourd'hui. Il y a un risque de trouble. Est-ce que nous allons attendre d'épiloguer sur des questions liées à la signature d'un accord, ou bien nous allons penser à la stabilité et à la paix? L'organisation des communaux avant la présidentielle, c'est un faux débat. C'est une tempête dans un verre. Bien, Mohamed Djibril, laissez-le aller au bout de son raisonnement, Mohamed Djibril. Vous avez votre temps de parole. Allez-y, Moussa Moïse. Allez-y, Moussa Moïse. Si vous permettez, Roby et Djibril, Moussa Moïse, vous avez la parole. On ne pense plus à la loi quand un pays bascule dans la violence. On l'a fait par le passé lorsque la classe politique. Il faut sauver la paix dans ce pays. On peut éviter la CENI, la classe politique peut le faire, puisque c'est elle qui part à ces élections. Bien. Pour amener la CENI à quand même appliquer ce qui ressortirait d'une certaine entente. Il y a lieu de le faire aujourd'hui. N'attendons pas qu'il y ait le feu pour pouvoir venir jouer au sapeur. Le problème est que le dialogue, les fils du dialogue sont rompus dans ce pays. Allez-y. Nous sommes des hommes. Et puis voilà, on a décidé d'aller sur un chemin. On doit respecter ce chemin. Moi, je ne suis pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Je demande tout simplement d'appliquer ce qu'on a décidé de faire. J'ai posé tout de suite la question. Quand on parle de dépenses au niveau de la CENI, c'est les cadres de la CENI qui ont cotisé pour envoyer cet opérateur malien? C'est eux qui ont cotisé? C'est l'argent public. C'est quitté où cet argent? C'est justement la question que j'avais posée. Dr Fodéoussou nous a fait comprendre ici tout de suite qu'ils n'en ont pas parlé à l'Assemblée nationale parce que c'était quelque chose déjà de décaissé. Si c'est décaissé, je pense qu'on devrait alors ne pas en parler. C'est le ministère des Finances alors peut nous donner... Ah mais attention. Non, le ministère des Finances... 2 millions de dollars ont été investis dans l'organisation des élections communales. Le ministère des Finances la CENI a engagé ses fonds. Pour organiser les élections communales. Laissons Ahmed aller au centaines de millions de dollars. Allez-y, Pour le moment, 2 millions de dollars. Monsieur le ministre, vous aurez l'occasion de réagir. Ahmed, allez-y. Je pense que le ministère des Finances doit alors nous éclairer. Si le ministère nous éclaire, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi la CENI s'est engagée à l'organisation de ces élections en jetant, si on peut le dire ainsi, l'argent du contribuable guinéen dehors, jusqu'à aller jusqu'à... Est-ce que la CENI s'est engagée sur l'organisation des communales? Il y a eu des travaux qui ont été effectués. S'il vous plaît. L'opérateur malien a travaillé sur la révision du fichier électoral. Les missions qui étaient à l'intérieur du pays, pays, c'est vous qui les avez envoyées à l'intérieur du pays? Pas du tout, c'est la CENI. Ces missions sont allées pour regarder les populations de l'intérieur, pour savoir comment les populations de l'intérieur se portent? Absolument. Les missions étaient allées pour ça. Ce sont de bonnes questions. Moi, je ne suis pas... En tout cas, oui, il y a un travail de toilettage, de correction des anomalies qui a été fait par la CENI. Moi, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je pense alors que si cette CENI est en train de dandiner maintenant... C'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Il faut prendre le taureau par les cornes. Bien. Sinon, je l'ai toujours dit, c'est cette CENI qui va nous envoyer droit au mur et la responsabilité en ce moment, c'est la partagée. Bien, allez-y, monsieur le ministre. J'ose croire qu'on réaction et puis message de la fin, oui. J'ose croire qu'on n'ira pas droit au mur. Ça, je prie le bon Dieu. Ça ne sera pas fait. Mais je voudrais juste rappeler un principe. Le ministère des Finances reçoit des budgets de tous les départements. Reçoit la CENI qui dit voilà ce que nous voulons dépenser pour cette année, pour telle activité. C'est envoyé et le ministère des Finances présente cela au niveau de l'Assemblée nationale. Et en intercommission économie et finances, c'est débattu ligne par ligne, scruté. Donc c'est comme ça. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais dire que tout à l'heure, il faut accepter, je dis à mon grand frère Fodéoussou, honorable, que les tensions politiques aussi sont des moments forts en démocratie. Et c'est normal. La vitalité de notre démocratie se mesure en ce moment difficile. Mais je voudrais encore qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas de passion. Il faut qu'il y ait le dialogue. On est d'accord. Là où je suis entièrement d'accord avec Dr Fodéoussou, le dialogue a souffert à un certain moment. Et là, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître au niveau du gouvernement que le dialogue devait être maintenu. Mais voyez-vous, il y avait beaucoup d'autres urgences aussi. Quoique ce dialogue était une urgence et était un cadre idéal pour toujours échanger, s'entendre sur des principes, il faut reconnaître que notre pays a traversé une crise sanitaire. Mais le dialogue doit être permanent, quelles que soient les urgences. On est entièrement d'accord sur cet aspect, on est entièrement d'accord. Mais il n'est jamais trop tard de dialoguer. Il n'est jamais trop tard. Moi, je dis encore... Le problème est que c'est le reproche qu'on vous fait, monsieur le ministre. Si vous permettez. Vous, gouvernement, vous ne réagissez que lorsque vous avez le couteau sous la gorge. Si vous permettez, quand on vient avec ce qui a été dit, par exemple, les mesures qui ont été prises, les mesures en disant nous nous retirons de la CENI, nous allons empêcher la tenue des élections
présidentielle. Ça ne vous fait pas peur? Non, ce n'est pas parce que ça nous fait peur, mais c'est dangereux pour les représentants du peuple. C'est très dangereux, parce que c'est en violation directe de la Constitution. Pour dire que vous allez empêcher une élection présidentielle qui est prévue par notre Constitution. Ça, c'est très grave. Mais et quand vous dites, par exemple, je ne sais pas de quelle manière un député peut se muer en maire. Je ne sais pas comment cela est possible. Vous savez, c'est à la limite du ridicule. Mais il faut, à des moments, qu'on arrive, parce qu'il ne faut pas ridiculiser notre jeune démocratie. Nous sommes en train de faire nos pas. Attendez, si vous permettez. Nous sommes en train de faire nos pas. Nous sommes en train d'apprendre. On balbutie, on tombe, on se relève, mais la démocratie continue. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à nos papas qui sont à la tête de cette opposition que nous avons besoin de dialoguer. Il y a besoin que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire de cette jeunesse? Il arrive souvent avec le président de la République qui dit, son souci aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'il va laisser à notre jeunesse? C'est cela la question. Il faut être élu. Est-ce qu'il faut une jeunesse de manifestants? Est-ce qu'il faut une jeunesse manipulée? Est-ce qu'il faut une jeunesse qui a perdu complètement le sens qui est dans le désespoir? Moi, je voudrais dire ici et maintenant, je voudrais appeler les premiers ministres, l'âge Cellou Dalein Diallo, le premier ministre Sidia Touré, Lansana Kouyaté, Jean-Marie Doré, de penser à cette jeunesse aussi. Parce qu'après eux, il y a la République de Guinée, il y a les Guinéens. Nous avons besoin de dialoguer. Il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on s'installe dans la théorie du chaos. La théorie du chaos politique pour les opposants en Afrique. On ne peut pas s'installer dans cela. Il faut qu'il y ait le dialogue. Nous souhaitons le dialogue. Nous voulons qu'il y ait le débat. Mais dire encore ici qu'il y a un ordre de préséance pour les élections, c'est totalement faux. Bien. Alors, tant de questions. Vous voyez ce débat qui s'anime, qui est passionnant dans ce studio. Nous allons passer à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Est-ce que ça lui ressemble? Il est un habitué quand même de cette émission, de ce studio. Monsieur Moustapha Naïté, il est notre invité. Il va se prêter donc à cet exercice. Et le principe est très simple. Oui ou non? On a quand même besoin de vous le rappeler. Vous répondez par oui ou non. Nous allons commencer par vous, Ahmed Kabara. Monsieur le ministre, oui ou non, tout de suite, vous parlez de ces anciens premiers ministres de penser à la jeunesse. Oui ou non, cette jeunesse elle-même pense à elle et qu'elle est responsable aujourd'hui? Oui, elle est responsable. Et je veux dire vous aussi allez développer après, monsieur le ministre. La moyenne d'âge de la population guinéenne de 18 ans. La moyenne d'âge. Moussa Moïse. 18 ans. 50% de la population moins de 18 ans aujourd'hui. Oui ou non, Moussa Moïse? Une question sur un autre volet. À côté du Diamant Plaza, on a longtemps parlé de Moustapha Naïté. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est vous qui êtes à l'origine de ce bras de fer entre la jeunesse de Kipé concernant leur maison des jeunes. Oui ou non? Je suis plutôt une solution, mais pas à l'origine du bras de fer. Oui ou non, monsieur le ministre, vous parlez de la nécessité du dialogue, mais en fait, le gouvernement ne l'a pas tellement prôné. Ça, c'est totalement faux. Nous avons toujours prôné le dialogue. Donc non. Ah ben, naturellement. Bien. Comment est-ce qu'on peut être en train de développer, si vous permettez, monsieur le ministre. Roby. Je souhaiterais avoir la réponse oui ou non. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes attaché aux valeurs de la démocratie, comme vous le dites. Vous êtes attaché aux valeurs de la paix, comme vous le dites. Le problème politique reste encore entier chez nous, puisque nous en débattons. Est-ce que finalement, pour toutes ces raisons, le gouvernement va accepter d'aller au communal avant les présidentielles pour sauver la paix? Oui ou non? Je vous oui dis... ou non? Oui ou non? Oui ou non, monsieur le ministre? Oui ou non? Tout ce qui peut sauver la paix, le gouvernement est disposé à faire tout ce qui peut sauver la paix dans ce pays. Donc accepter d'aller tenir les communales avant la présidentielle. Donc oui. Le gouvernement est prêt à accepter tout ce qui peut sauver la paix dans le strict respect de la loi. Même s'il fallait faire une entorse à la loi pour respecter la paix, pour qu'on ait la paix dans notre pays, le président a toujours prôné la paix dans ce pays. Bien, allez-y, Mohamed Djibril. Oui ou non, vous avez mis pression sur la CENI pour ne pas que les élections communales soient organisées avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Oui ou non? Parce que quand même le mandat des délégations spéciales est oui ou non, depuis bien longtemps.
Oui ou non, c'est un chronogramme dicté pour peut-être reprendre sa question. Mais non, et non, et Bien. non. Alors Moussa Hiro. c'est clair qu'après les élections législatives, tout le monde a accusé la CENI, voilà, la mouvance qui disait on a été triché par là, l'opposition qui disait on a été triché par là, et c'est cette même CENI qui va organiser les élections présidentielles. Oui ou non, vous avez peur de cette CENI? Écoutez, vous savez... oui ou non, monsieur le ministre. C'est difficile de répondre, mais nous souhaitons que la CENI, que nous avons tous voulu, la CENI qui est aujourd'hui paritairement composée, nous voulons et nous souhaitons que la CENI... Attendez, qu'est-ce que vous appelez? C'est paritairement. Mais c'est paritairement. C'est compliqué. Non, monsieur le ministre. Dernière question, allez-y. Oui ou non, monsieur le ministre, vous craignez le scénario des législatives à Conakry? C'est pour cela que vous êtes si réticent à organiser les communales avant la présidentielle? Non, à la proportionnelle, le RPG Arc-en-Ciel a gagné. Et donc, même si on l'organisait encore demain, on gagnera. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Vous pensez que ces standards, ça n'a pas changé? Au contraire, peut-être que ça s'est même amélioré. Bien. Alors, donc, dernière ligne droite, nous arrivons donc au terme de cet entretien avec vous, monsieur le ministre. Vous allez fixer cette caméra et vous adresser à ces millions de téléspectateurs. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes à une phase critique de notre destin. Nous tendons vers l'émergence dans ce pays. Il y a une nouvelle génération qui se profile à l'horizon, qui a besoin de paix, qui a besoin de stabilité, qui n'a pas besoin qu'on tombe dans une instabilité politique encore. Les jeux politiciennes ne peuvent pas marcher aujourd'hui. Nous disons qu'il faut aller à ces élections présidentielles, il faut aller à ces élections communales, il faut organiser toutes les élections dans notre pays. Mais cependant, quand il y a des difficultés, quand il y a des contraintes, chacun de nous doit pouvoir regarder de façon objective, en pensant à l'avenir de ce pays. En pensant, je dis bien, à l'avenir de ce pays, pour prendre une décision. Parce que j'ose croire que chacun de nous s'engage, parce que nous aimons notre République, nous aimons notre pays. C'est ce qui nous appartient. Et que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, il faut qu'on arrive à sauver la paix dans ce pays. Et vous le savez, moi je me suis départi des débats politiques parce que tout simplement, je ne suis pas ministre de la jeunesse. Le président de la République ne m'a pas nommé ministre de la jeunesse pour la mouvance. Il m'a nommé ministre de la jeunesse pour tous les jeunes de la République de Guinée. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance présidentielle, les jeunes sont traités au niveau du ministère de la jeunesse à part égale. C'est cela notre vocation. C'est pour cela, pour ne pas qu'il y ait de contradictions, pour ne pas qu'il y ait de perceptions erronées, nous disons encore que cette jeunesse est l'avenir de notre pays et nous devons tout faire pour sauvegarder la paix et l'émergence qui pointe à l'horizon. La Guinée est grande, elle sera une grande nation, mais si nous restons soudés, si nous restons solidaires. Voilà qui est dit. Monsieur Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, il était notre invité. Dans un instant, nous reprenons le cours normal de cette émission. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les GG les versions jeudi, vous le savez, c'est jusqu'à 11h30. Dans un instant, Fodeta Silla sur cette antenne pour parler du rebond d'Ebola en République de Guinée. Abdoul Sako aussi, président du Crocs et de Cogelped, il se prépare, il est déjà dans nos locaux. Et tout ceci, c'est donc dans moins d'un quart d'heure. Mais pour l'heure, un dernier tour de table avec vous, Mohamed Gibril, pour commencer. Écoutez, moi je pense que le débat sur l'organisation des communales avant les présidentielles, c'est un faux débat. C'est une tempête dans un verre d'eau. Je le dis avec certitude. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, non, on est tous d'accord sur le fait que le mandat des délégations spéciales est expiré il y a longtemps. Donc, ils sont dans l'illégalité. Et tu parles de faux débat. Non, écoutez, c'est un faux débat. Quand on a posé la question tout à l'heure à Dr Fodéoussou de nous citer la loi qui prévoit que expressément les communales doivent être organisées avant les présidentielles, il n'a pas été capable de nous citer cette loi. Ça, c'est important. On parle de ces accords. C'est important qu'on parle de ces accords. Mais on en que valent ces accords par rapport à la loi? Mais vous parlez de ces députés vous n'allez pas quand même dégager ces accords comme ça. Je suis désolé. De la même, je suis désolé. Écoutez, je vous l'ai dit à la pause.
le droit ne sert pas les intérêts de la morale. N'érigez pas la morale en une obligation. Quand on s'engage à respecter un accord, c'est la bonne foi qui nous oblige à le faire. Je vous donne raison. Parce que la morale a foutu le camp dans ce pays. Allez-y. Je suis bien d'accord que Djibril soit si attaché aux lois. C'est son droit, c'est un juriste. Mais aujourd'hui, la périlleuse question, la périlleuse inquiétude, c'est la stabilité et la paix dans ce pays-là. Nous rentrons bientôt dans un nouveau cycle de violence parce que les deux parties sont en accro. Chacun se tire la couverture. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de savoir. On a posé la question à monsieur le ministre Naïté. On lui a dit pourquoi avez-vous peur d'organiser les communales. Il nous a dit qu'il n'y en a pas. Moi, je ne trouve pas, à partir du moment où il représente le gouvernement ici et qu'il nous dit cela, je ne trouve pas de raison à ce que ces communales-là ne soient pas organisées avant les présidentielles si ça peut sauver la paix dans ce pays. Allez-y, Moussa Yeroba. Écoutez, moi je voudrais demander à Djibril de revenir sur terre. Il parle de faux débats alors que le pays est au bord du gouffre. Vous n'êtes pas sur terre, j'ai l'impression. Non, tu peux argumenter, mais je suis sur terre. Non, je suis désolé. Allez-y, Mohamed Djibril, calmez-vous, Mohamed Djibril. Laissez-la s'exprimer. Il parle de faux débats alors que le pays est en crise. Absolument. Chacune des parties campe sur sa position. Absolument. Et ça pourrait déborder. Ça pourrait déborder. Pourquoi ces élections ont traîné pendant tout ce temps? Et on arrive aujourd'hui à une situation... Non, Djibril, pour vous c'est un faux débat, alors vous attendez que j'en finisse. C'est une situation qui est sérieuse. On a besoin qu'on sauve ce pays. On a besoin que les politiques tiennent leurs engagements. Pourquoi on a tenu les accords du 3 juillet sous l'égide de la communauté internationale et aujourd'hui on nous dit que cela ne vaut pas la peine, que ça n'engage pas le gouvernement? Je pense que les politiques ils n'ont qu'à se mettre autour de la table. On n'a pas besoin de revivre les situations qu'on a vécues en 2006-2007, mais aussi les situations. Il y a eu tellement de morts autour de cette situation. On n'en a plus besoin. On voudrait que ces élections se tiennent. Moussa Yoro et Moussa Moïse plutôt. Merci. Rapidement pour dire que ce débat, à mon avis, a lieu d'être. Il est important. Parce qu'il permettra à chaque partie de s'exprimer et donc de mettre à la place publique les différents points de dissension. Mais en même temps, il faut dire une chose. Si la classe politique s'entend, l'opposition et la mouvance présidentielle, il y a possibilité de revoir ce chronogramme. Ce n'est pas un chronogramme absolu. Il faut se le dire. Tout peut être résolu par le dialogue. Ahmed Kamara, pour terminer. Et le micro n'est pas activé, Ahmed. Je disais de donner force à la loi et donc respecter la loi. Mais s'il y a des engagements que les uns et les autres ont pris à un certain moment, il faut purement et simplement les appliquer. Je pense que c'est ça aussi une bonne leçon pour la génération à venir. Mais sinon, qu'est-ce que nous on va retenir de nos aînés ou de nos papas? Saint-Augustin nous disait qu'en une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Bien, et c'est comme ça que vous aimez les EG, et c'est comme ça qu'on va marquer une pause du côté de la réclame. On revient dans un gros quart d'heure pour poursuivre cette émission avec Abdoul Sako, président du Crocs, et Fodé Tassi. Là, on parle Ebola. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous pratiquer, vous qui nous regardez depuis Kinshasa. Face à l'impasse politique qui se profile à l'horizon, la société civile guinéenne, du moins certaines de ses composantes, prennent des initiatives de nature à éviter au pays de retomber dans ces vieux démons politiques. C'est le cas du réseau Convergence des jeunes et leaders pour la paix et la convergence, plutôt, COGELPED, qui appelle les acteurs sociaux à une journée de réflexion demain vendredi du côté de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Que faut-il attendre de cette initiative? Comment éviter une impasse politique en Guinée? Abdoul Sako, président de ce réseau COGELPED et du CROX, Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Il est dans ce studio, il est notre invité, vous le voyez déjà à l'écran. Et puis, rebond donc spectaculaire de l'épidémie Ebola en Guinée. De 34 malades dans les CTE à l'échelle nationale. Le pays compte à date, selon un dernier pointage de l'OMS Guinée, 91 hospitalisations, 61 cas confirmés dans notre pays. Mais avant de donner la parole à notre invité, on va se faire le devoir de lire quelques SMS donc reçus sur notre plateforme.
On commence par ce message de Dr Faya Milimono qui est libellé ainsi que suit. La seule chose qu'il faut retenir est que nous assistons à un véritable effort de légitimation de l'immoralité, de la banalisation du droit. Donc, message signé Dr Faya Milimono. Il y a cet autre message signé Étienne Solopogui, commissaire à la CENI. Aboubacar, le repère, c'est la durée des mandats fixée par la loi, aussi pour les communales que pour la présidentielle. Donc, depuis 2010, les maires locaux sont périmés, ce qui explique qu'il fallait les changer avant. C'est un message donc signé de ce commissaire de la CENI. Il y a cet autre message signé donc de Bakayoko, qui est leader politique. Il dit ceci: Fodé Oussou est le dernier Guinéen qui respecte ses engagements. Il a dit à la presse guinéenne et étrangère que si Cellou Dalein Diallo perd le second tour de l'élection présidentielle de 2010, il démissionne de l'UFDG, il démissionne de la politique et qu'il ne fera pas la politique jusqu'à sa mort. Où est donc passé le serment de celui qui s'est dit docteur? Moi, je n'ai que Bac plus 4, mais je respecte ma parole. Message signé Abdourahmane Bakayoko, président des démocrates guinéens. On va aller sur notre plateforme. Il y a ce premier message qui dit: les GG, n'oubliez pas que le ministère est fait pour ne tuer que. Donc le message n'est pas achevé. Cet autre message: bonjour, Saïdou Fofana. Saïdou Fofana, je pense qu'il parle du Premier ministre, ne peut rien dire aux Maurianais après avoir détourné mine de fer de Yomboyeli d'une valeur de plus de 130 millions de dollars. C'est un message signé Dr Camara. Cet autre message: salut les GG, j'espère bien que le ministre de la Sécurité doit démissionner et même rendre le tablier. C'est un message signé de Diallo Mamadou depuis Conakry. Bonjour les GG, malgré toutes les réformes, pourquoi le phénomène d'insécurité perdure aujourd'hui que les années précédentes, monsieur le ministre? C'est une question qui était adressée à monsieur le ministre de Naïté. Bonjour, je suis Kamara Aboubacar Zaïd. La question de sécurité en Guinée est devenue un problème récurrent. Les ministres en Guinée sont plus théoriques. Un travail fait derrière les rideaux est synonyme d'échec. On n'en a pas besoin. Quand on est incapable, on rend le tablier. C'est un message signé Abdoulaye Good Boy Diallo Bomboli. Ils n'ont aucune stratégie pour... ça bug un peu. Ils n'ont aucune stratégie pour le peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est comment se remplir leur poche. C'est un message signé Barry. Salut. C'est autre message qui dit: bonjour, c'est Alimou Bindi. Même si on nous débarque Jacques Balier pour nous sécuriser, Jacques Boyer pour nous sécuriser, c'est bien écrit. Même si on nous débarque Jacques Boyer pour nous sécuriser, ça ne marchera pas. Le problème, c'est Alpha Condé. Il faut qu'il s'en aille. Bonjour, c'est autre message. C'est Yaya Bagissa. Je signe et je persiste que Alpha Condé est à la base du banditisme dans ce pays. Regardez la branche armée. C'est pas achevé. Donc, ce dernier message, je suis déçu d'entendre monsieur le ministre dire que le secteur, donc c'est un message qui n'est pas achevé. Donc nous avons notre invité dans ce studio, monsieur Abdoul Sako. Bonne arrivée. Mohamed Gibril. Bonjour. Bonjour. La crispation du climat politique se cristallise et le pays, on a l'impression, est en constante ébullition. Comment sortir de ce cycle infernal? Et merci beaucoup. D'entrée de jeu, d'abord, je voulais envoyer un coucou à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Et en disant vraiment, votre émission pilotée et animée que par des jeunes est une fierté aujourd'hui pour la jeunesse et un espoir pour la démocratie guinéenne. Et je regrette aujourd'hui vraiment que toute la terreur et les meurtres relatifs à Ebola se succèdent par, s'il faut, la psychose et la mafia politique. Ah bien, donc, vous parlez de mafia politique. Je dis bien. Les mots sont forts. Hein. Les mots sont forts. Hein. Les mots sont forts. Je pèse très bien mes mots. Bien. Bon. Je pèse très bien mes mots. C'est lui qui nous effraie avec mafia politique. Je vous dis. Allez-y, monsieur Sako. Je pèse très bien mes mots et j'assume mes mots. Absolument. Je répète encore, je regrette fort que les meurtres, pardon, je voulais dire par là, que la terreur et les décès relatifs à Ebola se succèdent maintenant là par la psychose et la mafia politique. Bien. Je l'assume et je répète pourquoi je le dis. Ouais.
nous avons aujourd'hui dans notre pays, il faut poser la question, pourquoi en Guinée, à chaque fois que nous franchissons une étape, l'étape suivante s'annonce très compliquée que la précédente. Il faut poser la question. Alors pour essayer de donner la réponse, je m'excuse très fort, vraiment, si toutefois mes mots puissent provoquer certains. Ah non, allez-y. Alors, pourquoi? Vous allez trouver en face de nous aujourd'hui, au niveau du gouvernement, bien qu'il y a des cadres de qualité, il y a aujourd'hui vraiment des personnalités qui peuvent faire avancer le pays. Mais il faut noter, il y a aussi dans ce système des hommes aujourd'hui qui ont toute la conscience que dans une situation normale, dans une situation sans conflit inventé de toute nature, c'est facile, c'est difficile pour eux d'assumer à des postes de responsabilité. De l'autre côté, au niveau de l'opposition également, avec tout le respect que j'ai pour certains cadres qui vont être là, certains bons leaders qui vont être là, il y a des crières publics aussi qui se trouvent là, qui savent pertinemment. Une fois que nous sommes dans une situation normale, sans conflit, ils ne peuvent en aucun cas, parce que déjà la politique, la base de ça, donc il y a voilà, vous voyez maintenant que c'est leur compte dans les agitations politiques. Ils trouvent leur compte, et je vous dis, vous allez trouver que c'est des groupes d'extrémisme qui sont de part et d'autre sont en parfaite harmonie entre eux et créent les conflits de toute nature. Mais vous parlez de mafia politique, à qui il faut imputer ce que vous appelez mafia politique. Vous comprenez ce que je dis? Et de là aussi, je vais de loin, s'il vous plaît. Ils trouvent leur compte dedans. Et ils vont tout faire si toutefois ceux qui sont avertis de part et d'autre n'assument pas toutes leurs responsabilités dans les deux bords. Il y en a, il faut l'assumer parce qu'ils trouvent leur compte dans ça. Ça devient, s'il faut, une situation pour les marchés. Alors, monsieur Sako, quand c'est compliqué comme ça, le seul sauveur potentiel du peuple, c'est la société civile. Vous êtes membre de cette société civile. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Vous êtes membre de la coordination des organisations de la société civile très émiettée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec des embranchements et des tentacules un peu partout. Va aujourd'hui notre société civile? Merci beaucoup par rapport à cette question. Vous avez parfaitement raison. Si nous sommes dans une situation où il y a peu de morale dans la gestion politique, seule une société civile responsable qui peut sauver la situation. Donc, par rapport à cela, ce qui est important aujourd'hui, il faut que les acteurs de la société civile assument leurs responsabilités historiques, savoir que les questions de personnes et les intérêts particuliers sont très minoritaires par rapport à l'intérêt national. Donc, face à des situations d'enjeu national, il est aujourd'hui important que les acteurs de la société civile se retrouvent, analyser la situation et savoir quels mécanismes les acteurs sociaux, je dis bien les acteurs sociaux, syndicats, patronat, tout le monde, puissent mettre en place pour faire face à la situation. Quelle est l'initiative que vous avez prise? L'initiative que nous avons prise, déjà on était en campagne à l'intérieur du pays, dans les 8 régions. Campagne de sensibilisation, d'information des jeunes par rapport au nom du COSIWA, c'est ça, si je comprends bien? Au nom de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, avec appui financier, COGELPED avec appui financier et de Doshiwa. Mais à l'arrivée, on était à 10 jours à Zérekoré. Nous sommes venus, nous avons trouvé avec l'annonce du chronogramme que la CENI a donné, ça fait beaucoup de problèmes. La seule façon, c'est d'inviter les acteurs de la société civile à cette journée de réflexion qui doit se passer demain à l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile, ont reçu leur courrier. Je prie Dieu vraiment qu'ils acceptent de se mettre devant la responsabilité historique qui est leur sienne. Qu'est-ce qui va être dit au cours de cette journée de réflexion? D'abord, avant d'arriver à ce qui va être dit aujourd'hui, quelle est la référence au sein de cette société civile-là? Parce qu'on se rend compte que c'est émietté, il y a beaucoup de groupuscules. Pourquoi aujourd'hui ne pas s'organiser en une seule entité pour avoir beaucoup plus de force? On a l'impression que dans une société civile générale, il y a des petits groupuscules de société civile. Le parti unique n'existe plus, mon frère. Mais non, mais attendez, arrêtez. Permettez-lui de donner la réponse. Allez-y, Abdoul Sako. Mon frère, votre question elle est importante. Vous avez parfaitement raison. Mais j'aime le dire souvent. On dit l'union fait la force. J'aime le dire souvent. Oui, mais ça veut pas dire que on ne peut pas tuer l'émulation. On ne peut pas tuer l'émulation. Vous avez parfaitement raison. Et quelle que soit aujourd'hui la diversité des plateformes, moi je trouve vraiment la diversité une valeur. La diversité ne doit pas être un facteur de division comme nous le disons. La diversité va nous permettre vraiment de conjuguer des efforts et faire avancer la situation. Donc la réponse est que une fois encore, que les acteurs de la société civile se retrouvent au-delà des questions de plateforme, au-delà des questions de personnes, au-delà des questions de ceci ou de cela, voir en face la nation, le citoyen guinéen en amont. La référence, quelle est la référence de cette société civile? La société civile doit être uniquement l'intérêt du citoyen. Que peut être votre rapport alors?
Qu'est-ce que vous allez proposer à la classe politique? C'est ce qu'on a. Merci beaucoup. Ce dont on a besoin, qu'est-ce qui peut être... Permettez-moi de ne pas donner ici l'impression que c'est le je ou c'est le nous. Je vais parler de la COSELPED, je vais parler du conseil régional. Permettez-moi que les acteurs de la société civile, même si aujourd'hui la COSELPED a une proposition, le conseil régional a une proposition, mais il faut que nous acceptions de venir mettre cette proposition autour de la table. Cette proposition, c'est lorsque les acteurs de la société civile s'accordent dessus et que vraiment tout ce qui est en termes de plan de mise en œuvre pour prévenir éventuellement une crise, que nous allons vraiment mettre en œuvre. Beaucoup aujourd'hui. L'objectif, c'est de prendre le taureau par les cornes en parlant de cette crise qui pointe à l'horizon. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment d'anticiper la situation. La société civile, normalement, doit être une force d'équilibre. Quand je dis une force d'équilibre, ce n'est pas vraiment s'auto-censurer. Une force d'équilibre qui permet vraiment de voir les politiques publiques et privées qui se trouvent être développées dans la nation. Quel est le rapport entre ces politiques et l'intérêt du citoyen, le besoin du citoyen, l'aspiration des citoyens? Si une société civile n'est pas capable d'équilibrer cela, elle n'a pas sa raison d'être. Mais et si une société civile elle-même n'est pas équilibrée, est-ce qu'elle est capable d'équilibrer les aspirations? Ça dépend de ce que vous appelez équilibré. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Les aspirations ne sont pas équilibrées. Ce qui a équilibré, les politiques publiques et privées qui se trouvent être développées au sein de la nation, la société civile doit veiller à ce que ça soit en adéquation avec l'intérêt du citoyen. Mais c'est en cela les aspirations. Et évidemment, donc ceci étant, la société civile doit être capable d'interpeller. Elle doit être capable de proposer. Elle doit être capable aussi, s'il faut, de compléter les actions qui se trouvent être parfois... Alors, plusieurs actions sur les états généraux de cette société civile, puisqu'il y a un diagnostic à faire au sein même de la société civile. Vous ne vous entendez pas, c'est pas forcément dit que vous devez être dans la même plateforme. C'est bon qu'il y ait beaucoup de plateformes, mais au niveau des questions centrales, il y a une énorme division. Est-ce que vous pensez que les états généraux de cette société civile sont importants? Je ne veux pas votre propre autopsie. Je comprends. Je ne veux pas avoir la constipation morale. Rapprochez le micro. Je ne veux pas avoir la constipation morale à ne pas reconnaître. Je veux dire à ne pas reconnaître aujourd'hui que nous rencontrons des difficultés liées à la mutation sociopolitique qui a eu lieu dans notre pays. Et dans cette circonstance, malheureusement, la société civile n'a pas su s'il faut se projeter par rapport à ces mutations. Aujourd'hui, les besoins, c'est tout à fait normal qu'on pose le diagnostic, qu'on sache vraiment comment c'est. Et ces diagnostics aussi sont des différences dimension. Il faut qu'elle s'appelle États généraux, qu'elle s'appelle Forum, qu'elle s'appelle... On a du mal à vous comprendre. Quand vous parlez de mutation, est-ce que ça veut dire que les transhumances politiques éteignent également sur l'image de la société civile? La question de mutation, elle est claire. Vous ne pouvez pas me dire que la Guinée de 2006, la Guinée de 2009, la Guinée de 2010 jusqu'en 2014-15 maintenant là, c'est la même chose. Les sociétés évoluent. Il faut évoluer avec l'évolution sociétale. Toute institution, toute personne qui se veut réaliste doit évoluer avec le besoin de la société. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous engagez à participer à la résolution de la crise politique en Guinée. On assiste quasiment aux mêmes difficultés qu'en 2010. Alors concrètement, quelles sont vos propositions aujourd'hui si vous aviez des propositions à faire? Nos propositions est que les acteurs de la société civile doivent avoir la grandeur d'esprit à conjuguer leurs efforts, à se compléter, à ne même pas avoir des concurrences, à plus forte raison des rivalités au sein de... les propositions vis-à-vis des politiques aujourd'hui. Les propositions vis-à-vis des politiques. Comment éviter les propositions vis-à-vis des politiques. C'est une... Non mais attendez, vous permettez, si je comprends bien ce qu'il veut dire, il faut que la société civile elle-même se retrouve d'abord, alors que nous sommes face à une situation qui urge là. C'est en ce moment elle devrait être déjà retrouvée. Ce retrouvaille-là, ça ne demande pas de miracle, ça ne demande pas de déplacer une montagne. Ce qui est là déjà, ils ont reçu les invitations. L'initiative est là. Vous savez, en Guinée, ce qui est très grave, en Guinée, on est dans une situation où tout ce qui ne vient pas de moi, même s'il est important, il faut l'abattre. Donc, ça ne demande pas grand chose. Il suffit simplement de se déplacer. Tout le monde connaît aujourd'hui que nous avons une situation aujourd'hui de psychose. Les citoyens sont inquiets. Il faut qu'on ait le courage alors de venir autour de la table. Alors chacun dans son chacun puisse proposer quelque chose. M. Sago, quand même, c'est important que vous prononciez sur ce chronogramme qui fait tant de débats. De quel vous observez cette agitation politique autour du chronogramme? Je ne trouve pas l'agitation politique responsable.
Ça, je ne la trouve pas responsable. Et j'appelle, s'il faut, aux leaders politiques. Et d'ailleurs, moi, je vais loin. Je suis convaincu aujourd'hui, quand je prends l'exemple sur votre espace là, c'est-à-dire, je veux parler de cette émission, son apportée aujourd'hui, la solution viendra de la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord. Il y a nos aînés qui sont très responsables, qu'on a besoin de leur expérience. Mais au jour d'aujourd'hui, si la jeunesse, on ne se lève pas, notre avenir est hypothéqué. Mais la jeunesse guinéenne n'est pas engagée politiquement. Qu'est-ce que vous faites pour travailler dans ce sens-là? Ça dépend de ce que vous appelez engagement politique. Il y a un manque de confiance aujourd'hui des jeunes Guinéens en la politique, puisque depuis toutes ces années, les engagements vis-à-vis d'eux n'ont pas été respectés. On n'a jamais été réellement en masse associés aux grandes décisions politiques dans ce pays, sauf dans la rue. Donc aujourd'hui, comment stimuler? Dans les universités, les débats politiques n'existent presque pas, si ce n'est pas dans les cafés. Aujourd'hui, comment stimuler cette jeunesse au regard des autres pays à s'engager politiquement? S'engager politiquement ne veut pas simplement dire être dans un parti politique ou être leader. Il faut participer au débat. Merci beaucoup. Et je ne voudrais pas trop me focaliser sur le réseau convergent des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. Sinon, quand vous voyez déjà, nous avons notre façon de faire. Vous allez trouver qu'il y a des fiches astuces, comme vous avez cet exemple-là, où se trouvent vraiment des thématiques qui se trouvent être élaborées. Nous avons des catégories de jeunes aussi chez nous. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la capacité, avec seulement de telles fiches astuces, à s'orienter, à savoir vraiment qu'ils ont quelque chose à faire. Mais il y a des jeunes aussi, il faut se déplacer vers eux, les rencontrer et échanger avec eux. Mais cette responsabilité doit être, s'il faut, de part et d'autre. On ne doit pas voir ça comme c'est une mission impossible. Raison pour laquelle nous, pour le moment, on a commencé d'organiser des matchs de gala entre les jeunes. Autour de ces matchs de gala, profiter, échanger avec eux, leur dire vraiment qu'il y a une responsabilité historique qui se trouve être devant eux. Nous avons des aînés qui sont habitués déjà à la guerre froide. Je vais dire entre guillemets, quand je dis la guerre froide, il est très difficile qu'ils puissent s'affranchir de cela. Mais nous, la nouvelle génération aujourd'hui, nous avons eu la chance de se déplacer, voir comment ça se passe. Il faut qu'on s'interpelle, il ne faut pas qu'on s'asseye, qu'on dise on ne nous donne pas de responsabilité, on ne nous intègre pas, on ne nous responsabilise pas. Il faut qu'on l'arrache, il faut qu'on se donne les mains. Bien, alors donc pour terminer, demain il y a cette journée qui est prévue du côté de l'ambassade des États-Unis, c'est ça? Inch'Allah, il y a cette journée qui est prévue. Mieux encore, le samedi à 15h, nous avons à l'annexe du stade du 28 septembre un match de gala que nous organisons entre l'équipe des journalistes et l'équipe nationale féminine là-bas. Et bien sûr, il faut noter. On va se faire mater. C'est le fair play. On va se faire mater par les dames. C'est le fair play. Je suis à l'attaque. Non, mais tu as des pieds en flanelle. Donc, mais et le dimanche, il y a ce semi-marathon. Le dimanche aussi, il y a le semi-marathon qui va booster vraiment de l'autre côté. Je te rappelle que les jambes de Cristiano Ronaldo ne sont pas des kilos. Bien. Voilà. Merci bien Abdoul Sako d'être venu dans ce studio. Merci. Les GG continuent. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Dernier virage de cette émission, donc les GG, on arrive donc pratiquement au terme, plus que 10 minutes à passer ensemble et on parle Ebola forcément, ça revient en force du côté de Forêt-Karia, de Koya et de Conakry. Ce qui est étonnant dans cette situation, c'est qu'on n'arrive pas à gérer cette maladie-là, on n'arrive pas à mettre fin à la crise Ebola, mais ce qui m'étonne c'est que on rétrécit les échéances, c'est-à-dire que la coordination nous a donné une première stratégie de 60 jours sans Ebola. On n'a pas pu juguler la maladie. Aujourd'hui, la maladie reprend de plus belle, puisqu'à l'Hérault, on nous signalait 18 cas cette semaine. Et on nous dit non, mais en 30 jours, on va bouter Ebola hors de là. Je veux dire qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, le problème, il est entier. Le problème de Ebola, il est entier. Le problème de Ebola, aujourd'hui, sort même du cadre de la résistance. Moi, je veux le dire. Je veux dire qu'il y a que les stratégies menées par la coordination ne sont pas du tout efficaces sur le terrain. Il faut le dire. Et que le comportement des citoyens a changé parce que les gens ont banalisé finalement le lavage des mains. Il n'y a même plus de kits devant les maisons, devant les entités, rien n'existe, les gens se saluent comme si rien n'était. On a l'impression qu'au fond, dans les quartiers, les gens ont oublié carrément que Ebola est là. Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut faire un diagnostic sérieux sur le terrain. Malheureusement, on n'aura pas faux d'état là pour répondre à nos interrogations. Se lancer dans de nombreuses réunions qui ne servent à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il est important
d'avoir des acteurs sur le terrain, Bien. de faire un diagnostic de la situation réelle de l'évolution de la maladie, Merci, du comportement merci des uns Roby. et des autres, merci. pour que nous puissions avoir une stratégie adéquate. Merci. Le diagnostic est tout fait. Ebola nous échappe. Ebola échappe aux stratégies du gouvernement. Ouais. Il échappe également à la stratégie, encore celle qui est en vigueur aujourd'hui, de la coordination nationale de lutte. Ebola échappe aussi à nos bonnes habitudes. Nous avons baissé la garde. Ouais. Ça, c'est un message c'est une alerte qu'il faut lancer à tout le monde. On a baissé la garde, mais également une invite à l'endroit de la coordination nationale de lutte contre le virus, de mettre une sorte de ceinture de résistance. La coordination est devenue le virus lui-même. Une sorte de ceinture de résistance contre Ebola le long de la frontière avec la Sierra Leone, du côté de Pamela. Ouais. Puisqu'on parle de Mafraya, puisqu'on parle de Koya, mais le Libéria en a fini avec. Ouais. Mais également, il faut penser à résoudre une bonne fois pour toutes. Et ce qui fait que, par là du Libéria, la forêt est complètement calme. On n'utilise pas les voies publiques. Les gens, ils passent par la forêt, ils passent par des routes parallèles pour entrer sur le territoire guinéen. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, le Libéria a procédé par des méthodes de foi impopulaires. Ils ont même construit un crématorium. Ouais. Les corps des personnes mortes d'Ebola ont été calcinés. Ouais. Les cendres ont été enterrées. Ouais. C'est interdit par une certaine foi religieuse au Libéria, mais les autorités libériennes l'ont fait. Ouais. C'est assez grave, mais ils l'ont fait aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que c'est dissuasif. Il faudrait chez nous ici qu'on pense à cela. La plupart des cas de propagation du virus, c'est dû au décès communautaire. Ouais. Parce que les gens partent saluer lors des décès. Parce qu'on enterre les morts. Parce qu'il y a également, nous sommes dans une société assez ancrée sur les relations entre les personnes, sur les traditions. Alors, vous êtes obligé d'aller saluer. Mais quand vous apprenez qu'une personne est décédée d'Ebola et qu'elle a été calcinée, elle a été incinérée plutôt, vous allez réfléchir 1000 fois avant d'aller saluer. Pourquoi ne pas expérimenter cela ici? C'est important parce qu'il le faut. Ça ne se passe pas dans la bouche. Ebola, ça suffit. La maladie n'entendra pas ce mot, pour cette expression, pour partir. Je pense qu'il faut agir un peu plus sur le terrain. Pourquoi jusqu'à présent il y a de la réticence? Pourquoi jusqu'à présent les citoyens continuent à inhumer les corps sans attendre la Croix-Rouge? Je pense qu'on devrait redoubler beaucoup plus d'ardeur au niveau de la Croix-Rouge. C'est vrai, au niveau de la coordination, je veux dire. C'est vrai que pourquoi on ne s'est pas posé la bonne question de savoir pourquoi le Libéria a réussi à en finir avec la maladie. Je pense qu'il faut aller à la source, prendre la bonne expérience, s'en servir pour nous aider à en finir. Pourquoi chaque fois, sinon à un moment donné, le taux avait complètement baissé, pourquoi aujourd'hui encore il y a relance au niveau de l'épidémie? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est parce qu'on est dans le discours, on n'est pas dans l'action. Le gros souci, c'est Koya et Fourikaria. On n'est pas mais il faut insister là-dessus. Non, mais c'est quand même clair. Le gros souci, pourquoi Koya ne veut pas du tout accepter, on ne veut pas que Ebola parte de chez nous? C'est pas la bonne question. Je ne stigmatise pas Koya. Aujourd'hui, Koya, elle seule compte 35 cas confirmés. C'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas de vigilance. Ahmed Camara. Voilà. Oui, c'est pas la faute aux populations de Koya. Oui, mais la Basse-Guinée doit faire des efforts. Oui, la Basse-Guinée doit faire des efforts. La Basse-Guinée tu fais de la stigmatisation. Non, mais pas du tout. Non, c'est une mauvaise approche à Bakar. Alors, qu'elle soit une mauvaise approche ou pas, je pense que c'est l'État qui doit faire des efforts. Il faut, moi je l'ai signalé des personnes dans les 3 autres régions, Moussa Moïse. Pardon, l'Hérault n'est pas en Basse-Guinée. Quand on explique un peu comment les personnes aujourd'hui malades sont contaminées, je pense qu'il y a matière aujourd'hui à poursuivre des gens. C'est ce que j'ai toujours signalé. Je disais qu'il faut poursuivre, il faut des mesures coercitives. Aujourd'hui, on nous fait comprendre comme si Ebola était lutter contre Ebola, c'était une certitude mathématique où on nous dit en 20 jours, en 30 jours, en 60 jours. Mais évitez de nous donner des chiffres des comme périodes. Ça. Je pense que luttons contre la maladie. C'est comme ça qu'on pourra mieux s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à combattre la maladie dans pas mal de villes, notamment Gekedou, qu'on appelait les tout ça. Mais d'ailleurs, je pense que ça c'est une fierté, mais qu'on ne puisse pas combattre cette maladie des zones quand même qui sont même plus proches de la capitale, des zones qu'on considère où on se dit même qu'il y a plus d'infrastructures encore à la période qu'à la période. Je pense que parfois on a du mal à expliquer. On nous faisait comprendre que oui, c'est parce que nos frontières sont poreuses que il y a des malades qui quittaient le Libéria, la Sierra Leone pour venir en Guinée. Aujourd'hui, dans ces pays, ça va.
c'est nous qui continuons toujours à avoir des chiffres qui montent en flèche. Je pense qu'on devrait revoir notre stratégie. Cessons de trop parler, luttons contre la maladie. Ouais, mais soyons dans l'action parce qu'on a l'impression que le sort s'acharne sur le pays, que la maladie a du mal à se dissiper. C'est quoi la faute sans doute à l'inefficacité des stratégies mises en place par la coordination de lutte contre Ebola, mais aussi à une absence de fermeté. Parce qu'en période de crise, à Baka, il faut prendre des mesures, certes impopulaires, mais qui s'imposent. Comment comprendre que des populations continuent à résister à une maladie qui tue? Je vous parlais il y a quelques semaines d'un cas qui s'est passé chez moi où les gens continuent de mourir. D'ailleurs, le bilan macabre. Non, heureusement que tu n'es pas allé. Non, heureusement que moi je suis pas allé. Moi d'ailleurs, je n'irai pas. Et je pense que il faut prendre l'exemple sur le libéral. Moussa l'a dit tantôt. Il faut sévir. Quand il y a un mort suspect, qu'il y ait des enterrements sécurisés. Ceux qui violent ces règles gouvernementales, qu'ils soient sanctionnés immédiatement. Je veux dire, à la période où la gradualité de Ebola était à un niveau très élevé, on pouvait comprendre que la lutte soit difficile en ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous-même, vous citez que quelques villes. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la coordination de circonscrire ces villes-là, interdire, les isoler, carrément confiner, je pense qu'il faut le faire. Interdire pour des périodes bien déterminées, puisqu'on nous dit qu'à 21 jours, on peut carrément chasser Ebola, les interdire de voyager, interdire des sorties, des rentrées dans ces villes-là, pour pouvoir en finir avec. Maintenant, Foletas va venir nous dire, Foletas qu'on invite déjà, qu'on invite même dans ce studio demain vendredi. Des multiples réunions. Il n'y a rien qu'on n'a pas déjà entendu. Du discours zéro. La solution, pourquoi ne pas isoler, confiner complètement, mettre en quarantaine les préfectures de Koya et de Forekara? C'est là où vraiment le mal résiste à Forekara et Koya. On insiste là-dessus. Donc on arrive donc au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation à Prince Diallo, Ibrahima Prince Diallo, qui a donc goupillé cette émission côté radio. Merci au cadreur Aliouba, Abou Korea, Badembo, donc Diaby qui va donc se charger du montage aussi. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez depuis donc Yaoundé. Au revoir, portez-vous bien.